Aujourd'hui à l'émission, Do the Right Thing, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri et Boy. Bienvenue à On Jase de film. Bonjour à tous et à toutes, c'est Guy à Saint-Cyr, On Jase de film. La formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue 3 coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, c'est avec une joie débordante que je m'entretiens avec un humoriste qui a pas peur de se prononcer sur toutes sortes de sujets sensibles, épineux, controversés, mais de manière éclairée parce que lui, il a vraiment fait ses recherches. Colin Boudria, allô? Allô, ça va bien? Ça va bien, merci, et toi? Ouais, je suis très content d'être là, merci. Ben, merci. Ouais, ça fait longtemps que je t'en parle. Je te crois, je suis comme, tu viendras à mon podcast. Là, j'étais comme, pourquoi je l'ai dit tout le temps? C'était de la politesse de... Je suis comme, tu sais, ça me dérange pas si tu m'invites pas. Tu peux pas besoin de m'en parler à chaque fois, mais ouais. Là, ça, je vois comme, regarde, pourquoi j'ai dit à chaque fois que je le fais pas? C'est ben... Mais après, je me suis dit, c'est-tu arrogant de faire ça? Ça sonne juste comme, hey, oublie pas. Tu sais, j'avais l'impression de te niaiser. C'est juste, hey, je vais t'oublier. je te Oui, nomme que je vais t'oublier. c'est ça, exactement. Puis voilà. Fait que là, ben, finalement, t'as accepté. T'as pas fait le même jeu que moi de oui, je vais venir. Puis je te donne jamais de nouvelles. C'est ça. Fait que samedi, serais-tu libre? Ouais. Hey, finalement, je peux plus. Ça aurait pu être ça. Colin, on te connaît pour le podcast Faisez vos recherches, nomination aux Olivier en 2002. Félicitations pour la nomination. 2002, ça fait vraiment 2022. 2022. Oui, quand t'avais 7 ans. Un podcast qui porte sur QAnon et le circuit des complotistes. Grosse recherche. Ouais, c'était vraiment chiant à faire. C'était fait mal, là. Ouais, on était 3. Il y avait moi, Mathieu Charlebois, qui est auteur d'humour, chroniqueur, qui fait plusieurs trucs, et Liane Descarichen, puis... Qui se fait poursuivre par Richard Martineau. C'est-tu Mathieu Charlebois qui s'est fait poursuivre? Non, je pense pas. Je vais couper ça. Parles-tu du truc de pivot, genre? Je parle de la caricature qui avait été faite. Non, c'était pas lui, ok. Non. T'as raison. Mais il aurait pu. Il y a tout pour lui pour se faire poursuivre par... J'y souhaite. Ben oui, on veut juste ça, se faire poursuivre par Richard. Oui, mais oui, puis c'était pénible à faire comme recherche, mais ça a donné un bon résultat qui est super intéressant. J'étais vraiment fier du podcast. C'est juste que les trucs bougent tellement vite que je sais plus à quel point c'est pertinent 1 an et demi plus tard. Ouais. Mais au moment où on enregistre, ça existe à peu près plus. QAnon, c'est pas mal mort. En fait, tout le monde est devenu anti-vax ou sont juste devenus encore plus racistes à droite. Mais c'est ça, le cœur du mouvement, c'est vraiment des faits. Mais là, je travaille sur une 2e saison qui va sortir bientôt sur les crypto-monnaies. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être d'actualité pendant 3 semaines. En fait, là, je suis en train de me dire... Tu penses que ça va crasher la crypto? Ben là, j'ai vraiment peur parce que je lis tout le temps des nouvelles, puis je suis comme, il faut vraiment que je sorte le podcast avant que ça crash. Ça pourrait... En fait, je pense pas que ça va crasher complètement, mais je pense vraiment que ça va prendre différentes formes, puis ça va muter. Ouais. Ça va pas rester dans l'état que c'est là très longtemps. C'est fou, parce que j'avais une réflexion le jour par rapport à la crypto, parce que je n'y connais rien, là, je m'avancerai pas sur le sujet, t'es plus outillé que moi là-dessus, mais je me suis vraiment dit, c'est-tu des riches qui se sont inventés de l'argent? Ouais, ben c'est des riches anti-state, là, c'est des libertariens qui n'aiment pas l'État, puis ils se disent on va recréer une économie, mais ils n'ont pas de connaissances en économie, fait qu'ils refont les mêmes erreurs qui ont été faites au 17e siècle avec le capitalisme. C'est brillant. Fait qu'ils refont, tu sais, puis là, ils veulent être décentralisés, éventuellement, ils font comme ouais, mais ça rend la fraude super facile, fait qu'il faudrait peut-être qu'on mette des règlements, puis c'est comme oui, puis les économistes sont comme oui, parce que les règlements qu'on a là sont là pour une raison, justement, là, c'est juste... Je trouve ça incroyable. C'est simplifié, mais c'est un peu ça. Ouais. S'inventer de l'argent. J'en ai bien. Tu sais, en tout cas, Disney, la Gaspésie veulent le faire. Là. La Gaspésie? La Gaspésie veut avoir sa propre monnaie pour que... Comme en fait, Club Med, genre. Oui, c'est ça, que l'argent... Tu payes en oursin, genre. Tu payes en oursin, tu payes en palourde. Puis en fait, c'est pour que l'économie et l'argent de la Gaspésie restent dans l'économie locale et ne sortent pas. Ce qui se comprend, il y a une vision peut-être un peu plus socialiste que de la crypto là-dedans. C'est super intéressant. Moi, au début, quand tu en parlais, je voyais ça comme un parc d'attractions, justement. Je trouvais ça très turn-off, mais OK, ça peut être intéressant. Un gag formidable dans Les Simpsons
quand ils vont au parc de Itchy et Scratchy, puis Homer échange tout son argent pour de l'argent Itchy et Scratchy, puis dès qu'il rentre, c'est marqué partout. Nous refusons l'argent Itchy et Scratchy. On peut te voir dans ben, t'as ton spectacle qui est sorti, un calice de rayons de soleil. Ouais. C'est du rodage, c'est ton spectacle. Ouais, c'est du rodage, mais en même temps, je suis pas à un point où je vais le tourner partout au Québec. Fait que c'est du rodage. C'est comme du rodage pour en vue des festivals. Là, je viens de finir mes rodages à Montréal, puis je le refais le 22 juin au Mobilo. Puis je vais le faire sûrement à ZooFest puis un peu à Comédia. Fait que c'est comme des rodages en vue des festivals, mais ça va pas être une tournée. Super titre en passant, puis l'affiche est magnifique, là, une espèce de Vaporwave. Toi avec un arc-en-ciel dans la face, c'est formidable. Merci, je l'aime beaucoup, je l'ai fait moi-même, puis j'étais fier. Avant qu'on rentre dans ta liste, je veux savoir, c'est quoi les films avec lesquels tu as grandi? Qu'est-ce que tu regardais quand tu étais petit? Honnêtement, j'ai des parents qui sont un petit peu anti-technologie, fait qu'on a eu un VHS comme vraiment tard. OK. On a eu un VHS puis le câble quand j'étais au secondaire, fait que j'avais pas beaucoup de ça, j'avais pas de film à la maison. Je me rappelle qu'il y a une amie de ma mère qui avait le film Labyrinth avec David Bowie. Puis à chaque fois que j'allais chez elle, puis c'est comme beaucoup de fois, je regardais ce film-là systématiquement. Puis des fois, ma mère travaillait dans une école, elle était comme animatrice à la vie étudiante. Puis des fois, quand il y avait des journées, quand moi j'étais en journée tu sais quand t'as pas journée pédagogique. Oui, quand j'étais en journée pédagogique, elle m'amenait à son école parce que c'était une autre commission scolaire. Ouais. Puis elle me mettait dans son bureau, puis elle amenait la grosse TV à roulette de l'école secondaire, puis elle me passait Mario Bros, le film. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il l'avait à cette école-là. Fait que j'ai regardé Mario Bros plusieurs fois à l'école. C'est tellement bizarre ce film-là. J'aimerais ça le revoir parce que. Mais l'histoire, c'est que c'est un film qui se veut familial en quelque sorte. Mais c'est quand même dark. La réal est quand même. C'est dark, puis c'est Mario qui tombe dans les bas-fonds où le méchant Bowser ou King Koopa, je me souviens plus, qui est comme un dealer de drogue, puis la femme que Mario rencontre, c'est une prostituée, puis il y a une vibe... une vibe Blade Runner un peu. C'est exactement ça que je cherchais. C'est vraiment bizarre parce que pour un jeu vidéo... En fait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait un scénario qu'il aimait bien puis il s'est fait dire « Ok, on va le faire juste si tu transformes ça en Mario Bros. » C'est ça. Genre, ça se pourrait. Contrôle F, change les noms pour Mario, Luigi, puis... Puis Chris un lézard, à un moment donné, ça va être Yoshi. Ça va être Yoshi qui fait la promo parce que c'était comme dans le temps où Super Mario World sortait. Fait que c'était un placement de produit en même temps. Là, et ce film-là est sorti 2-3 semaines avant Jurassic Park, ce qui explique son flop. Ah ben ouais, tabarnak. Ton premier film, Do the Right Thing, film de 1989, réalisé par Spike Lee, qui met en vedette Spike Lee, Danny Aiello, Rosie Perez, John Turturro, Samuel Jackson, qui a un petit rôle... c'est Samuel Jackson avant qu'il devienne une méga célébrité. Je me demandais, en fait, c'est ça, il était pas déjà connu, tu penses? Non, en 89, il a commencé... C'était avant Pulp Fiction, là. Ouais, Pulp Fiction, c'est en 94. Fait qu'on est 5 ans avant. Il était sur une lancée, là. Il commençait à faire des films où tu sais, il était pas une tête d'affiche, puis c'était pas avec Samuel Jackson, puis c'était loin d'être ça, mais ça, il fait un DJ dans Do the Right Thing. Et il y a Bill Nunn aussi. Ça raconte quoi, Do the Right Thing? C'est dur à expliquer. Ça parle des tensions raciales dans un quartier à New York. Puis c'est juste une accumulation. Il est vraiment le fun ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, ok, mais il est vraiment le fun pour la structure, ce film-là, parce que il y a pas, tu sais, d'habitude, t'as des espèces d'affaires de, ok, il faut qu'il y ait un pivot à tel endroit, faut qu'il y ait un élément déclencheur, Do the Right Thing, c'est comme juste une pente jusqu'à une explosion, puis ça chute. Ça se passe en un après-midi, à peu près, une journée. C'est une accumulation de plein de petites affaires quotidiennes, des fois vraiment insignifiantes, mais qui s'accumulent graduellement jusqu'à une grosse explosion. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Il est pas, tu sais, t'es pas sur le bord de ta chaise tout le temps quand tu regardes ce film-là du tout, parce qu'il y a beaucoup de trucs vraiment quotidiens, un peu ennuyants. Mais la première fois que je l'ai vu, je pense juste 2 fois, mais la première fois que je l'ai vu, c'est un des rares films auxquels j'ai repensé pendant 2 semaines, plusieurs fois après. Pour plein de petits détails, plein d'affaires, mais c'est ça, la structure est le fun, c'est une accumulation, ça explose. Moralement, il y a une affaire de
tout le long, tu le sens que Spike Lee, il joue avec notre dilemme de est-ce que la violence vaut la peine pour des revendications sociales? Ouais. C'est un peu la question Malcolm X versus Martin Luther King. Puis le film se termine avec une quote des deux, une photo. C'est super ambigu, tu le sais jamais. Tu sais, c'est comme, c'est super. L'intention est super claire, mais il donne jamais de résolution. Puis il te laisse avec quelque chose. Puis ça, j'adore ça. Ouais. Je trouvais ça vraiment bien. Ça finit sur un plan, c'est ça, pour ceux qui l'ont pas vu, ça finit sur un plan de Martin Luther King, c'est Martin Luther King. avec qui serre la main de Malcolm X. Il y a comme une résolution à travers les deux affaires opposées, puis tu ne sais pas où ça s'en va. C'est ça, parce que la philosophie des deux s'oppose et se rejoint. On les a souvent opposés. C'est comme deux faces d'une même médaille là, dans les luttes raciales aux États-Unis. Martin Luther King, on va résoudre le conflit par la paix, le dialogue, puis Malcolm X, c'est comme non, on peut prendre la rue puis avoir des moyens plus extrêmes, plus violents pour reprendre nos droits qui nous donneront jamais de toute façon. Puis qui, ultimement, c'est un espèce de yin-yang, en fait. C'est les deux, j'ai l'impression que les deux sont un peu nécessaires. Ça va de pair, en fait. Puis oui, tout à fait. Qu'est-ce qui tu l'as vu quand, en fait, ce film-là, pour que ça t'habite? Je l'ai vu quand même vieux, là, tu sais. Là, moi, j'ai 36, fait que j'ai dû le voir fin vingtaine. Je devais avoir genre 28 quand je l'ai vu. OK. Fait que c'est pas... c'est ça, je l'ai vu quand même vieux. Fait que déjà avec une conscience, avec... Ouais. Oui, mais je savais pas tant que ça dans quoi je m'embarquais. C'était potentiellement un des premiers films de Spike Lee que j'ai vu. Puis je trouve qu'il est très inconstant d'ailleurs comme réalisateur. Ah, tout à fait. C'est hit or miss. Bon, c'est pas tout le temps bon. Non, il y a une grosse stretch. Il a fait Black Klansman. Super bon. Très bon. Mais avant ça, il y a genre un 10-15 ans là, que tu fais, mon Dieu, que t'essayes fort. Puis, d'ailleurs, en plus, là, dans mes recherches de crypto, ça, c'est un truc qui m'a rendu un peu triste, mais il vient de faire une pub pour un truc de crypto. C'est un crypto bro? Je sais pas si c'est un crypto bro ou s'il l'a fait parce qu'ils ont offert beaucoup d'argent, mais ça me rend vraiment mal à l'aise parce qu'en plus, c'est vraiment axé sur les blacks américains. C'est comme, on a été marginalisés tout le temps par les banques, maintenant on peut reprendre le pouvoir. Ça me fait chier parce que c'est des super belles valeurs, mais ils vont se faire scammer ultimement. Ouais, ben oui. Si on peut aller là-dessus un petit peu, c'est que t'as l'impression qu'il se fait instrumentaliser, je sais pas... Ouais, ça c'est comme... Tu sais, c'est de prendre une cause noble pour vendre un produit, là. C'est comme la pub très maladroite de Pepsi avec... c'est-tu Ariana Grande? Oui, mais c'était une pop star, c'était pas une Kardashian, je sais plus. C'est peut-être une des Kardashian ou... je me souviens plus laquelle, mais... T'as des tensions raciales, t'as la police anti-émeute qui est là, puis elle débarque avec du Pepsi, puis elle donne du Pepsi à tout le monde. Et tout se règle. J'ai l'impression que c'est ça, tu sais, on va prendre un conflit. Je sais pas qui dans la boîte se dit c'est une bonne idée, puis toute la table fait ouais, ça va marcher. Puis même Spike Lee aussi, ultimement, parce qu'ils ont demandé, puis je suis prêt à mettre mon nom, puis ma face là-dessus. Puis il peut être très extrême dans ses positions, Spike Lee aussi, puis je pense qu'il a déjà quitté quelques cérémonies des Oscars parce que c'était un d'autre blanc qui gagnait un prix, puis il a fait ça n'a pas de sens, puis moi je m'en vais. Ce qui est tout à son honneur, d'ailleurs. Là. Mais oui, il y a beaucoup de personnalités. Il y a énormément de personnalités. Mais OK, pour revenir à ta question, je me rappelle plus... je me rappelle pas c'était quoi le contexte du film. Je pense que je l'ai juste loué parce que j'avais entendu beaucoup parler de Spike Lee puis je voulais voir un film de Spike Lee. Puis c'était quoi dans la... Ouais, c'est ça. Puis pourquoi... Ouais, qu'est-ce qui te trottait en tête après? En fait, je pense que c'est beaucoup... Les trucs de structure, j'y ai repensé plus tard, mais je pense que c'est le fait... C'est le fait que j'ai l'impression que ça arrive pas souvent qu'on me laisse sur une note ambiguë, puis j'aime vraiment ça, puis ça fait que j'y repense vraiment beaucoup. C'est un vraiment drôle de parallèle, mais t'as-tu vu le One Woman Show qui s'appelle Nate, qui est fait par une Natalia quelque chose, c'est sur Netflix, c'est une fille clown. Puis c'est un show sur le consentement où elle joue un gars tout le long, puis à la fin, elle parle d'une situation qui est potentiellement une situation d'agression ou potentiellement pas, parce qu'elle donne plein de détails, il y avait du consentement au début, après ça la personne était saoule, les deux personnes étaient saoules, puis elle te laisse sur une note super ambiguë. Puis ça aussi c'est un truc auquel j'ai repensé longtemps, parce que justement c'est ça, il te le donne pas dans la bouche, il te dit juste ok, je t'amène là, le reste ça t'appartient, ça fait que tu fais beaucoup de cheminement après. C'est les œuvres qui restent le plus longtemps avec toi, j'ai l'impression. Tout à fait. T'as-tu
toujours été quelqu'un de politisé ou comment ça s'est passé ta politisation? Je sais pas si c'est un terme, mais je l'invente. Ben, moi, je considère pas tant que ça que je suis politisé parce que je fais de l'humour d'opinion avec du propos parce que ça me vient naturellement puis c'est ça qui m'a attiré vers l'humour, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Mais je suis zéro activiste dans ma vie de tous les jours, je suis pas super, tu sais. C'est pas mon quotidien tant que ça en dehors de ce que je fais sur scène. Ouais. Je pense que mes parents avaient des valeurs relativement arrêtées, qu'ils trouvaient vraiment importantes, qui ont inculqué à moi puis ma soeur. OK. Mais c'est pas... Mais, tu sais, sans dire que t'es engagé, il y a quand même quelque chose d'indigné dans ce que tu fais. Ouais. Oui, mais je suis vraiment pas tout le temps indigné. Je trouve que c'est ça qui est intéressant à faire en humour, puis c'est ça qui est intéressant à faire sur scène. Ouais. Mais c'est pas nécessairement ma vie tous les jours. Non, je comprends. Puis dans la question... C'est peut-être un peu maladroit comme question, mais dans la question Malcolm X versus Martin Luther King, ça peut sonner comme une forme d'appropriation, mais tu te situes où, toi, par rapport à ça? Si on le transpose à d'autres luttes qui ont pu avoir lieu, par exemple, je pense juste à la grève étudiante où c'était la classe contre l'autre association, je me souviens plus. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression, puis tu sais... je sais que c'est des sujets qui ont été déjà élaborés énormément, puis j'ai pas lu tant que ça là-dessus, fait que je vais sûrement dire des affaires qui sont super clichés, mais j'ai vraiment, un peu comme on disait tantôt, j'ai vraiment l'impression que c'est deux affaires qui vont de pair, puis qu'on a vraiment une espèce de mythe de il y a aucun acquis sociaux qui ont été faits avec la violence, puis quand tu regardes les affaires, c'est complètement faux, ça a tout le temps été fait avec au moins une partie de violence. Il y a quelque chose qui s'appelle la Révolution française. Ouais. Ils ont coupé les têtes à tout le monde. Ou les suffragettes qui calissaient le feu au Parlement, puis il y a une affaire fucked up que j'ai lue sur les suffragettes dernièrement. Il apprenait le jujitsu, puis il y a même, tu peux googler suffragitsu. Il y a une page Wikipédia de suffragitsu. Parce qu'il y avait une branche des suffragettes qui faisait des arts martiaux, puis qui se défendait contre la police dans les manifs. C'est beau. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment nice. Mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est tout le temps... c'est ça, c'est pas vrai qu'il est... Il n'y a jamais personne qui va te faire de cadeaux si t'es une personne dans une situation exploitée. Fait que ça s'obtient tout le temps avec la violence. Mais j'ai l'impression en même temps qu'il y a une grosse part d'opinion publique aussi. Fait qu'il faut... Ça peut pas être juste avec la violence non plus parce que c'est ça va ensemble. T'as des gens qui font peur au monde à la Malcolm X puis qui font des affaires super concrètes. Puis après ça fait que la population font comme ça me fait avancer un peu, mais lui il me fait peur. Fait que je trouve que Martin Luther King est vraiment nice finalement. Genre. C'est celui qui est plus dans la réforme que dans le radical. OK, on va l'écouter lui parce que l'autre, c'est ça, il fait peur. Puis je parle vraiment à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression que s'il y avait eu juste Malcolm X, l'armée aurait débarqué puis aurait tué tout le monde. S'il y avait eu juste Martin Luther King, il n'y a rien qui se serait passé. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Martin Luther King, c'est un pasteur, c'est un homme religieux. C'est comme, c'est sûr qu'il va prôner ces valeurs-là. Mais Martin Luther King aujourd'hui est beaucoup plus enseigné que Malcolm X dans les écoles primaires. Je pense pas que Martin Luther King est enseigné dans toutes les écoles primaires et secondaires de tous les États américains. je pense probablement pas. Il y a des places où c'est créationniste puis ils parlent pas de Martin Luther King. Oui, puis ils vont dire que le General Lee c'est un grand héros. Mais puis je pense qu'il y a déjà plein d'affaires qui ont été écrites là-dessus, mais moi je serais super curieux de c'était quoi la relation entre les deux hommes? Parce que je sais que ça a été houleux. Il y a des périodes où ils étaient proches, il y a des périodes où ils s'envoyaient un peu chier publiquement. Ouais. Ce qui est normal aussi, là, c'est deux personnes qui défendent la même cause, mais pas avec les mêmes méthodes. Puis c'est super possible aussi que les deux étaient vraiment conscients de l'utilité de l'autre. Puis tu sais, c'est comme une affaire de... Ouais. Je pense que je serais super curieux de voir à quel point c'était stratégique aussi. Leur position mutuelle, la collaboration, genre. Ouais, je sais pas. Tu sais, comme c'est une autre époque, la communication est différente. Je sais pas à quel point l'un réagissait à froid ou de façon très réfléchie à ce que l'autre pouvait affirmer et vice-versa. Je serais super intéressé de commencer à lire sur justement cette relation-là que ces deux-là pouvaient avoir. Ça se manifeste comment dans Do the Right Thing, ces représentations-là? Parce que il y a une escalade. J'aime pas tant le terme violence quand c'est péter des vitres parce que je considère... Pour moi, de la violence, c'est une atteinte physique. Là, c'est pas... c'est agressif ou c'est du vandalisme, là, plus que de chercher à tuer quelqu'un. Ça, c'est de la violence pour moi, mais ça reste mon opinion sur le sujet. Mais tu sais, il
une montée de l'agressivité dans... Ouais. Je me rappelle plus des détails, c'est ça, parce que j'ai pas eu le temps de les re-regarder, mais il y a beaucoup de... puis ils en discutent, me semble, des affaires de violence, ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine. Ou, c'est vraiment présent dans les dialogues. Je pense qu'il parle pas tant de Malcolm X dans le film. Ça revient à la fin, mais tu sens que les thématiques sont là. Il y a un personnage qui se promène, qui te donne des dessins des deux... Ah oui. Qui est le dude avec la radio aussi. Puis ça, c'est super intéressant. C'est lui qui fait péter sa radio. Sur ses knuckles. Oui. Qui est encore une espèce de parallèle des deux. Puis c'est super intéressant, ça. Ouais. Puis quand la pizzeria se fait défoncer, incendier, il me semble que c'est Spike Lee qui regarde sur le trottoir puis il est comme on va juste avoir mauvaise presse demain, puis ça va être ça encore. T'sais. Tout ça pour un Italo-Américain qui a juste des photos de personnes blanches sur son mur puis qui refuse de mettre la photo d'un homme noir sur son mur. Puis ces personnages italiens sont super bien écrits aussi. C'est vraiment un film hyper nuancé il se met vraiment bien dans ses personnages blancs aussi. OK. Puis je trouve vraiment que c'est bien écrit. Là, tu reparles de certaines affaires que j'avais oubliées, mais Puis même justement, le personnage qui est joué par Spike Lee, c'est Mookie, je pense, c'est Mookie. Mais semble justement, il est vraiment découragé, mais à un moment donné aussi, lui, il calisse quelque chose dans une vitrine. Il est découragé, il sait que ça va être inutile, mais il y a comme quelque chose à ventiler absolument. As-tu déjà eu cette envie-là toi-même de faire comme, je vais juste prendre une roche puis la sacrer dans une vitre, ou t'es plus calme que ça? Moi, je suis très, très calme en général. Je suis vraiment pas très agressif dans ma façon d'être. J'ai un petit côté punk de je trouve ça vraiment nice quand j'en entends parler. Oui. Mais il y a aussi que moi, je le ferais crissement pas parce que je suis dans une situation super privilégiée. C'est comme ça dépend de. C'est comme l'affaire de quand il y avait les manifs de BLM puis qu'il y a des blancs qui commençaient à péter des affaires. Tout le monde était comme si arrêtez, c'est nous qui va se faire tabasser par la police après. Ouais, c'est ça. Moi, je trouverais que ce serait hyper lâche et hypocrite de ma part de pour me trouver cool, péter des affaires. Ceci dit, quand c'est fait par d'autres personnes, je trouve pas nécessairement que c'est pas légitime. Ouais. Je sais pas si c'est clair, là, ouais. Oui, tout à fait. Oui. L'autre facette à ça, on parle de montée d'agressivité, de tension, de violence. Il y a eu une couverture médiatique souvent peu nuancée, souvent très biaisée des mouvements Black Lives Matter, surtout dans les médias américains. Puis je veux revenir à ton podcast, faisais vos recherches sur QAnon qui ont eux-mêmes attisé les braises de la colère, qui ont eux-mêmes fait escalader par les réseaux sociaux des tensions, puis il y a eu des manifestations qui se sont soldées. Là dans ce cas, on va parler de violence pour vrai. C'est pas juste des vitres qui ont éclaté. Il y a des gens qui, au nom de QAnon, en ont battu d'autres. Je sais pas si c'est au nom de QAnon, mais il y avait une manifestation. C'était mais c'était de l'extrême droite d'Internet américaine. Oui, c'est ça. Il y avait... C'était Charlottetown? Non, Charlottesville. Je sais pas si c'était avant. C'est là où il y avait le kid qui avait tiré des gens, justement, le jeune blanc qui avait tiré des gens, puis qui vient d'être innocenté, puis que ça avait fait des scandales encore, oui. Oui, puis il y avait l'autre manifestation aussi où quelqu'un avait foncé en voiture. Avec sa voiture sur des manifestants de gauche, mais je me mélange dans les dates, je sais plus si ce compte Twitter-là de QAnon était déjà actif à l'époque, mais il y avait déjà une montée de la droite. Mais je pense que c'était du monde. Mais ça, j'ai l'impression. Je pense pas qu'il était ouvertement affilié à QAnon, de ce que je me souviens, là, mais c'était comme de l'alt-right américain. Ouais. Mais c'est un peu le même bassin de monde, ça, c'est complètement vrai, mais je pense pas qu'il était ouvertement affilié avec QAnon. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris de tes recherches sur ce mouvement-là? Parce que c'est intéressant, tu sais, même si ça s'est terminé, ça a existé, puis ça a eu un poids énorme qui s'est rendu jusqu'à un président américain qui faisait des fois des messages un peu cryptiques. Peut-être pas lui personnellement, mais son entourage envoyait des messages cryptiques. Mais même lui un peu, il y avait du dog whistling, là, les affaires quand tu mets comme un message caché qui passe inaperçu pour la plupart des gens, mais pour ceux qui sont au courant, ils sont comme il est de notre bord. Je suis vraiment curieux à quel point Trump il était média savvy puis il était au courant de ces affaires où il était conseillé, mais oui, il l'utilisait puis il allait les chercher puis ça s'est soldé avec le Capitole. Oui, c'est ça.
Mais c'était quoi ta question? Je sais plus. Qu'est-ce que tu as appris de tes recherches sur ce mouvement? Comment c'est né? Comment ça a évolué? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, il y a plein d'affaires que j'ai oubliées aussi parce que j'ai comme fermé ma tête à ça. Oui, ok, je comprends. Puis j'ai arrêté de suivre parce que j'étais trop tanné. Mais c'est pas apparu de nulle part non plus. Puis c'est ça qui est. Il y a une mouvance de droite Internet qui a évolué, puis qui continue à évoluer, puis qui a été QAnon à un moment donné, mais qui à un moment donné, c'était aussi le Gamergate. Puis on a fait un épisode qui était quand même intéressant où Liane en parle un peu de l'historique de la droite un peu incel américaine sur Internet. Puis c'est ça, c'est tout le temps un peu le même monde qui ont été dans différentes mouvances. Il y a des bouts de temps où ça disparaît un peu, puis après ça, il y a plein de traction, puis tout le monde en parle. Alors ça disparaît. Là, il y a eu genre Gamergate, il y a eu d'autres affaires, il y a eu QAnon, là, ça disparaît un peu. Là, il y a Antivax, mais les mêmes personnes continuent à être sur Internet, puis il va y avoir d'autres affaires. Oui, puis ça va juste changer de nom de la même manière que la meute a cessé d'exister un moment donné. En tout cas, peut-être qu'il reste genre une personne dans la meute, là, je pourrais pas dire, mais tu sais, ça a été relativement gros au Québec à un moment donné, puis surtout dans la région de Québec où le mouvement était le plus fort, puis où ils ont eu les plus grosses manifestations. Je sais pas ce qu'il y a eu avant, mais tu sais, à un moment donné, il y avait genre 8 groupes d'extrême droite au Québec. Là. Il y avait Atalante, il y avait les on n'entend plus beaucoup parler Storm Alliance, tout ça. La meute, ça a été le plus rassembleur. Ils se sont écroulés, mais tu sais, là, il y a comme le mouvement Farfada qui a... Puis qu'il n'y a pas un des gars, c'est ça, il y a un peu des mêmes personnes aussi. C'est un peu les mêmes personnes, ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont juste partis de leur propre groupe. Ben, ces groupes-là finissent par se vampiriser ou se cannibaliser, là. Parce que j'ai l'impression, pour la meute, je peux pas t'en dire, mais j'ai l'impression que justement, ils sont pas si nombreux, puis ils gardent un peu les mêmes contacts, puis c'est potentiellement les mêmes 500 personnes sur Internet qui sont super vocales, qui réussissent à aller chercher d'autres mondes, mais ceux qui sont super actifs sur Internet sont pas si nombreux que ça. Là. Non, ça, puis le jour où une cause meurt, ou qu'une cause devient moins intéressante, la meute, la meute le plus fort, c'était quand il y avait les réfugiés syriens qui arrivaient au Québec. Une montée du racisme. Après ça, ça s'est écroulé parce qu'on a arrêté de parler de ce qui se passe en Syrie. La pandémie est arrivée. Les gens se sont écœurés, puis ils ont fait voilà une manne où est-ce qu'on peut aller chercher, puis attirer du monde. Puis là, ça a été plus gros, mais... J'ai l'impression que c'est ça. Est-ce que je te coupe fini? Non, il y a un petit côté comme quelqu'un qui veut aller chercher des likes sur Internet. Genre, ils croient à quelque chose, mais ils vont à tâtons, puis ils sont comme, ça marche finalement, fait que je vais creuser là-dedans de... Peut-être c'est ça, peut-être que ils sont pas si anti-vax, mais finalement ils sont comme, hey Chris, les gens repartagent vraiment beaucoup. Il y a vraiment un effet de c'est Internet, fait que tu finis par t'enfoncer dans les affaires qui ont du reach puis qui font réagir le monde. C'est sûr que quand c'est des choses racistes, il y en a beaucoup qui vont être assez sensés pour se dire, je vais pas rejoindre ça, franchement. Là, je me demande à quel point Anne Casabonne aurait rejoint le Parti conservateur à l'époque où leur fer de lance c'était les musulmans. Ouais. Puis comment elle va se sentir quand le parti va redevenir ça, éventuellement, parce que c'est vers ça que ça va retourner, peu importe. Je trouve ça fascinant de voir aller ces mouvements-là. Puis là, on est passé de Black Lives Matter à mon avis, une cause noble au mouvement des complotistes, qui n'est pas une cause noble. On fait pas le lien. Mais non, c'est ça. Autre que il y a une... Dans la façon de traiter ces deux mouvements-là, aux États-Unis particulièrement, je pense que l'extrême droite aux États-Unis a un plus gros passe-droit au niveau de leur dérive agressive et violente que Black Lives Matter. Oui, j'ai l'impression. En même temps, moi, il y a aussi un effet de chambre d'écho de moi, je suis dans un côté de monde qui sont tellement en tabarnak qui contre l'extrême droite que j'en entends énormément parler. Mais oui, aussi, j'ai l'impression que côté poursuite judiciaire, ces trucs-là, oui, ça passe pas mal plus dans le beurre pour l'extrême droite que pour Black Lives Matter. Ouais. Il y a quelque chose, je reviens un peu aussi à Do the Right Thing, mais justement avec l'émergence de Black Lives Matter, peut-être que tu connais plus les dates que moi. J'ai l'impression que c'est quoi? Ça a commencé vers 2017, 2018, peut-être un peu avant. Tant que ça, ouais. C'est les premières fois que j'ai entendu Black Lives Matter, c'était autour de ces années-là, 2016, 17, 18. Puis avec la mort de George Floyd en 2020, il y a eu une résurgence.
Ouais, ça devait être un peu... Oui, parce qu'il y avait des manifestations Black Lives Matter autour de 2017-2018, puis on voyait des gens qui arrivaient costumés en Black Panther du film de Marvel, pas le mouvement Black Panther des années 60-70. Quand même intéressant que le personnage s'appelle comme ça aussi, là. C'est quand même un drôle de choix d'y aller déguisé en Black Panther de Marvel plutôt que en Black Panther des années 60. Ouais, en même temps, l'acteur Chadwick Boseman a toujours voulu et tenu à jouer des rôles de personnages noirs qui étaient héroïques pour les personnages noirs, pour les personnes noires, et de devenir un symbole aussi pour sa communauté. Je me souviens quand il est décédé, ça a été comme une immense perte. Puis lui-même, je sais pas s'il allait dans des manifestations, mais il était très vocal sur son appui au mouvement Black Lives Matter. Mais ça, médiatiquement, on va couvrir ça comme étant quelque chose de violent. Puis j'ai l'impression qu'on parle des tensions raciales comme une résurgence de la violence, mais Do the Right Thing nous prouve que ça date pas d'hier, ça date depuis toujours. Justement, ça aurait été super d'actualité encore en 2020, justement, avec les affaires de George Floyd. Puis ouais, c'est super. D'ailleurs, il y a le personnage dont tu parlais, qui a le love-hate sur les jointures, qui se fait étrangler par des policiers. Il meurt au bout de son souffle aussi. Oui. C'est ça, c'est 80. C'est 89. C'est tellement spot-on encore. C'est assez déprimant, là, mais ouais. Malheureusement, ouais. Puis c'est ça qui fait que la colère éclate aussi, parce qu'il y a un des leurs qui meurt aux mains des policiers. Une mort injuste aussi dans le film. Mais oui, ça, puis tu sais, c'est par... Ce qui est fascinant du film, puis tu l'as dit un peu, c'est par des petites actions. Tu sais, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a une grosse partie du film qui est juste n'importe quel mardi, genre. C'est comme c'est du quotidien. C'est une journée où il fait super chaud, c'est à Brooklyn. Oui, sûrement que ça a joué, c'est ça. C'est plein de petites affaires. C'est comme plein de petites affaires qui s'accumulent. Mais c'est aussi le feeling que c'est tellement bouillant dans le quartier que ça pourrait arriver à n'importe quel jour. C'est ça. Ça peut tout le temps exploser. Ce qui est fascinant, c'est que le personnage de Danny Aiello, il y a la crainte que les personnes noires deviennent majoritaires dans son quartier et effacent les Italo-Américains de Brooklyn. C'était à peu près autour de cette époque-là, fin 70, début 80, où il y a eu une transformation de Brooklyn. Mais aujourd'hui, c'est un quartier ultra bourgeoisé où ça se passe, puis sa petite pizzeria, si c'était pas les Noirs qui étaient devenus majoritaires dans le quartier, ils se seraient fait kick-out par des rénovictions à un moment donné pour ouvrir un café troisième vague à la place de sa petite pizzeria qui vend des pointes à 50 cents. Ça serait tellement drôle, un Do the Right Thing 30 ans plus tard, où justement c'est juste du monde qui font du jogging puis qui se promènent avec des poussettes, puis faire des... Il n'y a plus rien dans le quartier. Non, c'est ça. Puis c'est très... tu sais, un album comme Paul's Boutique des Beastie Boys sont retournés justement 30 ans après la sortie de l'album. Puis c'est plus ça pantoute le quartier, là. C'est ultra bourgeois. C'est tous des appartements à 1 million en montant. Puis personne qui serait dans ce film-là aurait les moyens de pouvoir se payer cet appartement-là. C'est incroyable. Ouais. Mais oui, c'est vraiment bien fait. Ça vaut vraiment la peine. Ça me donne envie de le réécouter. En fait, je vais le réécouter bientôt. Ouais, puis la bonne musique aussi. Ouais. Très bonne trame sonore. Ton deuxième film, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. T'as-tu eu le temps de l'écouter? J'ai pas eu le temps, malheureusement, mais... Je suis super content d'en parler parce que j'adore ça. Mais je sais pas par où commencer. Là. C'est Martin McDonagh, qui est un dramaturge de Grande-Bretagne. Là. C'est un Irlandais. Ouais, il a fait In Bruges et Seven Psychopaths. Ouais. Puis il avait fait un court-métrage avant ça qui s'appelait Six Shooter, pour lequel il avait eu un Oscar. Ah, OK. Mais il fait des pièces de théâtre depuis fucking longtemps. Là. Il y a eu plein de prix en Grande-Bretagne. C'est vraiment un gros gars là-bas. Qui fait des trucs tout le temps vraiment dark, hyper... avec des thématiques hyper dramatiques, mais des dialogues très, très légers, très, très baveux. Fait que c'est tout le temps un drôle de ton de... les dialogues sont super drôles, sont super quick, mais les thématiques des films sont horriblement lourdes. Et des pièces de théâtre aussi, il y en a une couple que j'ai lues. OK. Il y en a une qui avait été adaptée au Québec il y a une couple d'années, qui s'appelle The Pillow Man. En tout cas, ça avait été fait en français avec... Comment est-ce qu'il s'appelle le comédien qui joue Junior Bougon? Hein?
Ah, Antoine Bertrand? Ouais, Antoine Bertrand jouait là-dedans. Je sais pas ce que ça donnait, mais moi, j'en ai jamais vu sur scène, mais il y en a plein que j'ai lu parce que je trippe sur ce gars-là, il est super intéressant. Puis ses films sont vraiment, vraiment bons. Mm-hmm. Il y en a, In Bruges, je l'ai réécouté, il y a des trucs qui ont mal vieilli, là. Il y a une couple d'affaires quand même vraiment grossophobes. Oui, puis toutes les personnes de petite taille aussi qui sont tout le temps là. Il y a une obsession avec les personnes de petite taille. Il y a un personnage, le comédien qui joue dans Game of Thrones, Peter joue Dinklage. dans Three Billboards. Là, c'est vraiment mieux amené que dans In Bruges. Mais oui, on dirait que Martin McDonagh, il y a une obsession. Il y a tout le temps des personnes de petite taille dans ses films. Ben écoute, si aime ça, puis... Si tu fais bien puis tu donnes des rôles à du monde, oui, c'est ça, parce que c'est une forme de diversité aussi. Donc ça met en vedette Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, super casting. Oh ouais, ils sont écœurants, ouais. Peter Dinklage, justement. Tu l'as dit, comédie noire, dialogue acide et cru. Ça raconte quoi, Three Billboards? C'est l'histoire d'une femme qui est Frances McDormand, dont la fille s'est faite violer et tuer. Puis le film commence genre 1 an plus tard, la police a pas trouvé personne. Ouais, ils ont rien fait. Ou... C'est pas clair s'ils ont rien fait ou pas. Okay. Elle trouve que c'est pas suffisant parce qu'il y a rien qui s'est passé, tu sais. Fait qu'elle décide de louer 3 gros panneaux publicitaires qui sont sur le bord d'une route qui est vraiment pas super utilisée, mais qui est proche de chez elle. Puis elle fait écrire genre comment ça se fait que en fait, j'ai noté, ouais, le premier panneau c'est raped while dying, donc violé pendant qu'elle mourait, and still no arrest, donc pas d'arrestation. How come Chief Willoughby? Ouais. Pourquoi chef Willoughby? Fait qu'elle appelle, c'est ça, elle call personnellement le chef de police qui est Woody Harrelson. Ce qui fait très lutte. Effectivement. Et qui fait très petit village aussi. Oui. Genre, ils se connaissent, tout le monde se connaît. Tout le monde a des relations avec du baggage parce qu'ils ont tous grandi ensemble. Puis c'est ça. Puis Frances McDormand, elle a un personnage de vraiment... Une femme qui a été dans une relation abusive avant avec un mari qui la battait. Puis là, elle est vraiment juste à un point de no bullshit anymore. Là, elle a plus rien à perdre. Elle s'en calisse vraiment beaucoup. Puis il y a énormément de drôle là-dedans, même si justement la thématique est ça parle du viol, ça parle de l'agression. Ben, parce que j'ai quand même lu beaucoup sur le film. Puis un autre film d'indignation, 2 en 2. Ouais. Puis je pense c'est pas exprès là, mais non, mais c'est pas innocent non plus, parce que ça traduit bien qui tu es aussi. Ouais. C'est pas, tu sais, oui, dans ce que j'ai lu, il y a quand même des explosions, puis il y a quand même des incendies. Il y a quand même une gradation de l'agressivité. C'est un film quand même relativement récent, 2017. Ok, puis même, ça fait plus longtemps que je pensais, ouais. À quel moment tu l'as vu? Je pense que je l'ai vu au cinéma parce que je tripais déjà sur Martin McDonagh à ce moment-là. Hey, d'ailleurs, fun fact, d'habitude, je m'en calisse des relations de célébrités ou des trucs comme ça. Oui. Mais je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais à un moment donné, j'avais lu que Martin McDonagh était en relation avec Phoebe Waller-Bridge, la fille qui a écrit Fleabag. Puis ça pour moi, c'était un power couple sur lequel je tripais. J'étais vraiment, vraiment content. Ils sont les cheer pour eux, t'es comme yes! Ben oui, là, j'adore ça. Du monde qui écrivent des bonnes affaires! Tu peux juste les imaginer chez eux qui s'alimentent créativement, pis c'est comme, comment je devrais dire telle phrase? Sors là comme ça. Pis tout le monde est comme, oui. J'adorais ça. Je leur souhaite, c'est beau. Ouais. Fait que c'est ça, je pense que je l'ai vu au cinéma parce que j'avais déjà vu In Bruges puis Seven Psychopaths. Puis je sais pas, je me rappelle pas de la première fois que je l'ai vu en fait. Je me rappelle la deuxième fois que je l'ai vu, c'était dans l'avion. J'avais un peu bu, je bois souvent dans l'avion, c'est quand j'aime beaucoup ça, puis j'ai rien à faire. Puis ça saoule rapidement parce que t'es dans les airs. Fait que... Puis j'avais vraiment beaucoup pleuré, probablement plus que la première fois que je l'ai vu. Je l'ai vu 3 fois que je me rappelle. Okay. La dernière fois que je l'ai vu, là, je me rappelais bien qu'est-ce qui se passait, fait que j'avais même pas tant pleuré, mais la deuxième fois dans l'avion, ouais. Il y a une scène avec Woody Harrelson. En fait, Woody Harrelson disparaît du film relativement vite, puis c'est super c'est super triste. Mais c'est hilarant aussi, c'est ça, c'est un des rares films où tu sais c'est vraiment cliché l'affaire de tu ris puis tu pleures, mais ça c'est 100% ça qui se passe pour moi dans ce film-là, vraiment. Qu'est-ce qui te rejoint dans ce genre d'humour-là? Je le sais pas, je le rationalise pas tant que ça, mais c'est sûr que si...
Moi aussi, sur scène, j'aime beaucoup ça, exploiter des sujets qui n'ont pas de l'air drôle à la base. Puis jouer avec les malaises aussi. Ouais. Tu sais, de maîtriser le malaise pour que ça devienne juste personne rit. Puis, tu sais, ce que j'aime quand je te vois en show, il y a toujours 50-60% de la salle qui trouve ça hilarant, puis un autre 40 qui est comme, je devrais-tu rire de ça? Est-ce que je peux me permettre? Tu sais, t'as une joke fabuleuse sur Jeff Bezos que je me la raconte des fois à moi-même tellement je l'aime, puis je sais pas si tu veux la dire, si tu veux si c'est dans ton spectacle ou si tu veux non, pas la pas dans brûler. mon spectacle, Okay. mais tu parles du gag de... Parce que je fais plein de calculs de combien Jeff Bezos fait chaque minute, combien il fait chaque seconde, des trucs comme ça, puis là, éventuellement, je calcule combien il ferait le temps qu'on y tire une balle à une distance de 50 mètres. Dans la jambe pour des raisons... Pour des raisons légales. Dans l'épaule pour des raisons légales. L'épaule. Puis le temps de recevoir une balle, Jeff Bezos fait 2200$. C'est fou, ça me met en tabarnak. C'est fou. Mais, en fait, c'est ça. Au-delà même de quelque chose qui est une revendication ou d'un côté politique, moi, je pense que je trouve ça vraiment intéressant. L'humour sur des sujets que tu penses pas nécessairement que ça peut être drôle. Puis le but, c'est vraiment pas une affaire de anti-PC, puis je veux choquer le monde. Non, c'est vraiment juste... Moi, ce qui me surprend, puis ce qui m'intéresse avec l'humour, c'est des trucs que j'ai pas vu venir, puis j'ai pas pensé qu'ils pourraient être humoristiques. Quand ça réussit à me faire rire, ça a encore plus de puissance. Fait que j'aime beaucoup ça, faire ça sur scène, puis ça, c'est le genre de film qui le fait aussi, parce que c'est horriblement lourd. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça le fun de voir des humoristes d'à peu près mon âge. C'est toi, Coco Bellivo, Alexandre Forêt. Vous abordez des sujets plus sensibles, mais de façon hilarante, puis avec une super belle maîtrise, là. D'ailleurs, Coco fait ta première partie. En tout cas, ben, elle l'a fait pour les deux fois qu'on a fait les 2 fois qu'on a joué à Montréal. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça pousse le public à devoir réfléchir aussi. Tu l'expliques bien, juste quand tu parles de ça, combien Jeff Bezos fait, tu peux pas être insensible à un propos comme celui-là. Tu peux pas faire « Ouais, mais il a travaillé fort pour... » Non, ce montant-là, il y a personne qui a travaillé... C'est ça. Il y a jamais personne qui a travaillé assez fort dans sa vie pour arriver à un montant comme celui-là. Puis venez pas me faire croire qu'il a travaillé à ce point fort pour avoir autant d'argent comparativement. Il y en a plein du monde qui travaille fort, là, tu sais. Il y en a des infirmières qui travaillent fort en tabac. Il y a des gens qui travaillent au service à la clientèle dans des magasins qui doivent dealer avec des plaintes à tous les jours, puis on leur donne à peine 15$ de l'heure aussi. Il n'y a vraiment pas une vraie corrélation entre la quantité que tu travailles et l'argent que tu fais. Non. Ça, c'est clair. Mais, puis ça pousse le public à aimer quelque chose de différent en humour aussi, qui est pas les thématiques nécessairement faciles qu'on voit venir puis qu'on a entendu plusieurs fois. Puis toi-même, ça te force dans ta créativité à devoir aller plus loin, justement, à lire, à t'informer et à... Tu sais, parce que je peux pas croire que tu te lèves un matin en disant « Ah, on va parler de Jeff Bezos aujourd'hui. » Non. Ou parler d'Amazon, ou parler de... Je sais jamais comment, parce que mes numbers puis mes angles commencent jamais de la même façon. Okay. Des fois, j'ai juste un flash pour une bonne blague, puis je finis par broder autour, puis ça devient 10 minutes. Des fois, il y a un sujet sur lequel je veux parler, mais je sais pas ça va être quoi mon angle, fait que j'essaye différents trucs. Mais, mais c'est rarement... C'est ça. C'est rarement clairement organisé. T'sais. Ouais. Y a-tu des angles sur lesquels tu n'as jamais été capable d'écrire, puis tu te dis, j'aimerais ça un jour être capable de faire un numéro là-dessus? Il y en a. Moi, j'ai travaillé en santé mentale avant. Puis là, dernièrement, j'en parle un peu. J'ai comme un petit bit qui n'est pas si élaboré par rapport à ça, mais ça, c'est quelque chose que je trouvais intéressant. Puis je savais que j'en parlerais à un moment donné, mais je trouvais juste pas la bonne façon de le faire. Le bon angle, qu'est-ce qui rend ça intéressant? Fait que oui, des fois mais il y en a pas tant d'autres. Ça, c'est parce que ça avait été proche de moi, puis ça avait été ma job pendant longtemps. Puis il y a aussi un côté de je sais que c'est pas si commun comme travail, fait qu'il y a un potentiel intéressant pour les gens d'en entendre parler. T'sais. Mais à part ça, sur lequel je réussis à écrire en ce moment, il y a pas tant de sujets que je dis ça je voudrais. Puis j'arrive pas à le faire. Mais T'es l'inverse de la phrase on peut plus rien dire. Mais en fait, tu parlais de ça, on se force. Moi, ce qui me fâche avec le on peut plus rien dire, c'est que de un où tu dis des affaires problématiques, mais au-delà de ça, juste d'un point de vue créatif pour les humoristes, il y a une partie du public,
tu fais une blague sexiste, il y a une partie du public qui est fâchée parce que c'est sexiste, il y a aussi une partie du public qui est juste fâchée parce qu'ils l'ont entendu 12 000 fois, cette blague-là. Oui. Il y a une affaire de, tu sais, juste pour pas que les humoristes fassent comme, ok, mais t'es woke, c'est pour ça que tu dis ça, je pense qu'on devrait amener l'angle de créativité aussi oui. de... Est-ce que tu t'es forcé? Est-ce que tu t'es forcé? On l'a déjà entendu, cette blague-là, va ailleurs. C'est un cliché pour une raison, parce que on l'a déjà fait 12 000 fois, tu sais. Je trouve que ça, on n'en parle pas assez souvent. Il y a beaucoup de paresse dans le « on peut plus rien dire ». Tout à fait. C'est plus du « on est obligé de travailler à cette heure ». Ça devrait être ça, la phrase. Faut que je me force. Je suis tombé sur un humoriste, je ne nommerai pas, ses initiales sont MJ. Je sais pas s'il y en a plusieurs. Les initiales sont MJ. OK. Humoriste québécois très célèbre qui a fait un numéro à Comédia, puis ça commence... Il dit qu'il va faire du slam. Puis du slam, c'est comme du rap, mais pas fait par quelqu'un qui a un casier judiciaire. Puis c'est comme, ah, OK, strike one. Ouais, tu y vas direct. C'est ça, c'est comme ça, c'est ton premier gag. OK, ça part mal. Puis après ça, il enchaîne sur le il, elle, il, puis ça devient une joke ultra transphobe. J'ai comme, OK, ouais, deuxième strike, tu parles de sujets que tu maîtrises pas, puis tu fais comme, OK, troisième strike, tu fais vraiment un slam en 2000. Tu sais, puis au départ, je me suis dit, OK, c'est peut-être quelque chose qui date d'il y a quelques années, 4-5 ans, peut-être. Tu sais, je peux avoir une certaine indulgence, sauf pour des jokes racistes. Mais après ça, il parle de la pandémie. Je suis comme, OK, c'est là. C'est maintenant. Ouais. OK. Tu sais, c'est ça. Tu parles de se forcer. Il faisait-tu un gag de lettres par rapport à LGBT? J'ai pas regardé jusque-là. Okay, parce que ça c'est un exemple de... C'est qu'on l'a entendu 12 000 fois. Là, oui. C'est partout. Ouais. Oui. Puis oui. Mais ça, c'est toujours les mêmes vieilles blagues qui reviennent. Depuis 1995, t'as-tu écrit un nouveau gag? Vraiment, t'as-tu réfléchi vraiment à des nouveaux gags? Ou à juste comprendre la société dans laquelle tu vis, tu sais, read the room, là. Cette notion-là de... Ou à la limite... Ouais, mais il y a une affaire de déconnexion avec la société, mais il y a aussi une affaire de... Parce il est peut-être pas si déconnecté. Lui, quand il fait ses shows pour son public... Ouais, ça marche, c'est correct. Il est en tabarnak, la room, il est là à fond. C'est juste, c'est aussi de... Ouais, t'essayes-tu d'avoir un point de vue un peu différent de ce qui est dans la masse puis ce qu'on entend tout le temps? Ouais. Je veux pas, quand je vais voir un show de Mario Jean, je veux pas... Ah, on l'a nommé! Je veux pas filer comme si j'étais dans un party de famille. Il y a aussi, tu sais, apporte-moi ailleurs. J'ai connais déjà ces opinions-là. Je trouve que c'est de la merde, mais au-delà de je trouve que c'est de la merde, j'ai connais déjà, amène-moi ailleurs, tu sais. Oui, c'est ça. As-tu peur? Parce que forcément, dans ce que tu proposes, il y a un public qui vient avec, un public... très restreint. Peut-être pas très... Mais, OK, restreint, mais qui, j'ai l'impression, vont être encore plus fans de toi parce que toi, t'es la personne qui amène ces sujets-là ou un des trois. Tu sais, c'est pas dans les sujets quotidiens banals que si tu fais ça, tu te mesures à 50 autres humoristes. Donc, ça peut amener un public plus fidèle. La question là-dedans, c'est as-tu peur... aurais-tu peur de te complaire à ce public-là un jour? À mon propre public. Ouais, de devenir complaisant vers eux. Puis de... Tu sais, à un moment donné, tu te dis, OK, j'ai le rire, mais je peux aller chercher des claps plus facilement parce que je le sais que si je dis ça... Je sais c'est quoi ces opinions. C'est ça. Je sais que si je dis telle affaire, ils vont embarquer. Ben, c'est super intéressant que tu dises ça, puis c'est super intéressant en lien avec ce qu'on disait tantôt de la paresse du humoriste. Parce que, tu sais, moi, j'ai animé un bout de temps à l'UQAM, après ça, je chroniquais dans une soirée à l'UQAM, puis il y a de la paresse d'humoriste à gauche aussi, en tabarnak. Ah oui. T'es facile, tes claps quand tu fais un gag de Richard Martineau, mais éventuellement, ça finit par tourner en rond, puis tu vas pas un peu plus loin. Fait que je trouve que c'est une super bonne question, puis ça serait vraiment un risque, effectivement. Moi, j'essaye de... C'est bizarre, là, j'essaye de un peu me dépolitiser. OK. D'aller vers sur quoi? Scène, ben, juste de faire des trucs un peu plus universels. Le show que je roule en ce moment, il y a très peu de gags, genre... Il y a pas vraiment... Il y a pas de gags où je tape sur une personne en particulier. C'est vraiment plus des réflexions personnelles, des affaires par rapport à... C'est ça, j'essaie d'aller dans du plus personnel pour que ce soit plus universel, pour aussi aller chercher du monde qui n'a pas nécessairement
les mêmes opinions que moi, mais qui peuvent être intéressés par des réflexions que j'ai ou tu sais ça. C'est un peu vague ce que je dis, mais c'est ça, je trouve que ça tourne en rond vite, les gags sur le Parti libéral. Genre, tu comprends ce que je veux dire? Oui. De un, c'est très, très bloqué dans le temps. C'est des blagues que tu peux pas garder pendant 2 ans parce que ça change. Parce qu'ils sont plus au pouvoir ou ils vont changer de chef. Ou... Puis il y a quelque chose de plus universel. T'sais, derrière tes valeurs de gauche ou whatever, il y a des convictions qui vont toucher tout le monde, qui sont à gauche, à droite, un sentiment un désir de justice. Il y a moyen d'élargir ça puis que ce soit plus intéressant pour tout le monde. Ouais. Je sais pas si tu as des aspirations de scénariste, mais aimerais-tu un jour écrire quelque chose dans le style de Three Billboards ou dans le style de Martin McDonagh? J'ai des aspirations de scénariste. Moi, j'ai étudié, j'ai fait un ASC en scénarisation à l'UQAM. Avant de faire du stand-up, j'écrivais des courts-métrages, des web-séries avec Emma Berthoud, une de mes amies. Mais je pense pas que ça serait dans le genre de Martin McDonagh, parce que il m'impressionne trop, puis je prendrais pas nécessairement... C'est ça, je m'embarquerais pas nécessairement dans des thématiques aussi lourdes que ça, mais oui, j'aimerais beaucoup écrire pour de la fiction, en général. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup. À voir si ça va se faire à un moment donné. Je suis très à l'aise avec écrire pour ce que je fais en ce moment. J'aime beaucoup ma vie créative en ce moment, là, mais j'aimerais peut-être ça, éventuellement mettre sur pied un projet d'écriture. Puis je pense pas que Martin McDonagh est arrivé... Prendre l'exemple de s'élever un matin, puis au début de sa carrière ou milieu de sa carrière, ça évolue à un moment donné aussi. Je pense que je le connais pas assez, mais j'ai l'impression que si on lit ses premières pièces, puis les films qu'il a fait par après, il doit y avoir un monde de différence. Ouais, mais il y a quand même... J'ai pas tout lu, mais il y a vraiment, vraiment une vibe, puis un point... Tu sais, justement, c'est ça qui est intéressant souvent avec les artistes, avec les auteurs, avec un grand A, là, c'est pas n'importe qui pourrait l'écrire, puis tu peux lire 2 scènes, puis tu vas le savoir que c'est lui qui l'a écrit. Il y a vraiment une saveur, puis oui, ça évolue, mais sa saveur reste là à travers les années. T'sais. Ouais. Puis de rester pertinent. Tantôt, on parlait de devenir complaisant avec le public, mais pour renommer l'humoriste de qui on parlait tantôt, Mario Jean, souvent on a entendu que c'était peut-être moins pertinent ce qu'il faisait aujourd'hui. On peut le dire de plein d'humoristes qui sont vieillissants. Ça aussi, est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète de ne plus être pertinent, de plus suivre la POC? Mais je pense que ça dépend de toi. Moi, pour le milieu de la relève, je suis déjà vieux, là. Ouais. Parce que j'ai commencé à faire de l'humour super tard. Moi, je suis rentré à l'école, je suis rentré à l'ENH à 28, justement. Fait que je suis déjà vieux. Je pense que ça dépend vraiment de toi, puis ça dépend de tes intérêts. C'est vraiment pas une affaire d'âge. C'est une affaire de confort de vie puis de curiosité intellectuelle. J'ai l'impression que c'est beaucoup de ça. Puis ça peut t'arriver à 22 comme ça peut t'arriver jamais. T'sais. Ben, c'est parce que je pense à Laurent Paquin qui avait dit à un moment donné, je le sais que ma dernière bonne blague est plus proche que je le pense. Puis ça voulait dire un jour, je serais juste plus capable d'écrire quelque chose de bon. OK. Puis je trouvais ça intéressant quand même comme point de vue. Est-ce qu'à un moment donné, t'es rendu trop vieux pour aborder certains sujets, pour parler de certaines thématiques ou Je pense tellement pas. Mais moi, ça dépend, je sais pas c'est quoi son angle par rapport à ça. Là. Moi, je suis terrifié par le déclin cognitif. Là. Oui. Puis je cherche mes mots tout le temps, puis ça va arriver, puis ça me fait peur. D'avoir le mot juste aussi. Puis juste être une personne plus assez quick pour faire quelque chose de bon. Ça va arriver, puis ça me terrifie. Mais une affaire de juste être trop vieux, ça dépend juste de toi. Tiens-toi au courant de ce qui se passe, puis utilise ton point de vue de vieux qui va être super intéressant si tu as quelque chose d'un petit peu différent à dire qu'à mes mononcles, justement. Puis de rester ouvert aux nouvelles générations, rester ouvert à ce qui se fait, rester ouvert aux nouvelles idées. Comment il s'appelle l'humoriste américain, Chris? Louis C.K. Non, mais Louis C.K. en était un gros fan qui a fait de l'humour. Il faisait des specials d'1 heure à chaque année. Il est décédé il y a une couple d'années. Il avait sa couette de cheveux blancs. George Carlin. Ouais, George Carlin. George Carlin, c'est un super bon exemple de... En plus, plus il vieillissait, plus il se radicalisait. Plus c'était rough. George Carlin, les années 60, c'était super smooth. Ouais. À la fin, des fois, il faisait juste crier aussi, là. mais je trouve ça intéressant. Puis justement, ça, c'est comme complètement l'opposé de Laurent Paquin. Lui, plus il vieillissait, plus
ça. Plus il se radicalisait, puis il restait... Ouais, peut-être qu'il perdait de la pertinence des fois, mais il restait intéressant. Puis c'est un exemple de quelqu'un qui a bien vieilli sur scène. À la fin, il y avait peut-être... comme tu dis, il y avait peut-être plus tant de gags, mais le propos était là quand même. Ouais. C'était... Sans dire que c'est un TED Talk, parce que je trouverais ça réducteur, parce qu'il restait quand même hyper informé, puis c'était pas des conférences là, qui donnaient non plus, mais c'est plus un tribun à la fin de sa vie. C'est plus quelqu'un de... On va avoir une discussion sur quelque chose. Là, puis... Ultimement, c'est ça qui est le fun, puis c'est de ça que tu te rappelles aussi après un show d'humour. Là. C'est sûr qu'il faut que ça soit drôle, c'est super important qu'il faut que ça soit drôle, mais n'importe qui est capable d'en faire des gags. C'est bien plus important d'avoir un point de vue puis un angle intéressant que d'avoir des blagues. Ouais. Ben tu sais, je pense, mettons, à Annette de Anna Gatsby que à peu près tout le monde a vu. Il n'y a pas tant de gags. C'est pas tant drôle. Mais c'est peut-être plus proche même du théâtre ou de... C'est ça, tu sais, d'une tribune. Mais tu t'en rappelles. Oui, c'est ça. Puis en fait, moi j'entends tellement de public dire de « Ah, j'ai ri, c'était vraiment un bon show, mais je me rappelle de Odo qu'une blague. Ça, c'est souvent parce que justement, c'était un patchwork de plein d'affaires super efficaces, entre gros guillemets. Là. Ça marche, les gens rient, mais t'amènes rien ultimement. Puis oui, les shows, tu sais... Il y a vraiment une tendance de stand-up plus drôle en ce moment, puis moi, ça me fait triper. J'adore ça, mais c'est un peu une affaire de qu'est-ce que tu veux dire de tendance de stand-up plus drôle? Les affaires les plus révolutionnaires en stand-up des dernières années, ça a été Nanette. Ça a été pour moi le show de Drew Carey où c'est tout filmé dans un studio, il n'y a aucun public, il n'y a aucun rire de A à Z. C'est des affaires super noires aussi, mais... Drew Carey, ouais, il est écœurant. Il a fait un autre special dernièrement. Son premier special est réalisé par Carmichael, Gerald Carmichael, qui est un autre stand-up écœurant. Mais c'est ça. Eux, ils essayent des affaires. Il y a eu une autre affaire dernièrement. Ou Inside aussi. Inside, c'est comme des affaires qui essayent d'aller ailleurs, puis qui essayent pas nécessairement d'être drôles, puis qui essayent de sortir des contraintes du public, puis de faire réagir le public. Ouais. Moi, ça me fait triper. C'est sûr qu'il y a il y a des spectateurs qui ça doit gosser aussi. C'est un peu une affaire de geek d'humour, j'ai l'impression. Oui. Mais tu sais, je pense à mon ami Mathieu Portelance, des Pile-Poil, qui fait Jean-Alexandre Nicolas Barrette. C'est lui qui fait la pire affaire qu'il peut trouver à faire sur scène. Il arrive avec une valise, puis il a collé une grosse photo de Mario Jean sur sa valise. Quand il l'ouvre, il prend un cadre, puis il se le pète sur la tête. C'est un numéro de stand-up qui va juste mal. Puis c'est lui qui insulte tout le monde, puis ses gags tombent à plat, mais c'est volontaire. C'est un super personnage qui va continuer de grandir. Il fait triper beaucoup d'humoristes. Il y a un côté aussi, c'est ça, comédie geek là-dedans. Ouais. Je me force pour faire quelque chose juste qui a jamais été fait. Mais moi c'est ça. Moi c'est vraiment ce qui me fait triper. Puis c'est ça. Mon point étant que les blagues c'est vraiment secondaire dans un jeu de stand-up. Il en faut, mais c'est vraiment pas ça le centre. Ouais. Puis tu peux garder le public 1, 2, 3, 4, 5 minutes sans rire. Ceux qui sont vraiment bons le font super bien. Ouais. Mais George Carlin, il était super là-dedans. Ouais. Puis même, bon, tu sais, on a nommé Louis C.K. tantôt, à l'époque où il était... où c'était super intéressant de le suivre. Il y en a de ces shows que c'était ça, là. T'es 5 minutes, tu ris pas, mais quand t'arrives au gang, t'es comme « Wow! Tu t'es rendu là, bravo! » Il y avait des longs build-up, puis ouais. T'as-tu regardé ces shows post-cancellation? Non. Sont très décevants. Ouais, je sais que c'est pas le but du podcast. Ah, ok. Non, mais parlons-en. Je trouve ça intéressant. Parler de stand-up, même quand c'est pas un podcast. Non, mais je trouve ça super intéressant. Sont très décevants pour une raison particulière et ils abordent pas de façon personnelle le sujet. Puis, tu sais, ça aurait pu être acceptable pour un humoriste absurde, genre qui fait des affaires vraiment weird, mais sa signature, puis ce qui est intéressant avec Louis C.K., c'est Là, on se rend compte que c'était une façade, mais le côté de « je vous fais rentrer dans mon âme ». Il n'y a absolument aucun tabou, j'ai aucun filtre. Je vais vous montrer les affaires les plus laides chez moi. Puis, quand t'es cette personne-là sur scène, puis qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe, tu peux pas ne pas en parler. T'sais. Puis là, il en parle. Et dans le premier, là, il y a comme sorti 2 shows depuis. Dans le premier, il en parle un peu, mais d'une façon vraiment, vraiment irresponsable, où il n'y a aucun regard pour les victimes. Il est juste comme... Son seul angle, c'est... Maintenant, vous connaissez mes kinks, puis c'est gênant que vous connaissiez mes kinks. Genre, mais il n'y a pas, c'est ça. Il n'y a pas plus de recherche. Fait que c'est décevant parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a énormément de talent, qui aurait pu
qui aurait pu ramener ça d'une façon intéressante, sans que ça l'excuse ou quoi que ce soit, qui aurait pu en sortir quelque chose d'intéressant, mais il a même pas essayé. Son deuxième? Son deuxième, il en parle même plus. Puis là, ça commence à être redondant de je vous choque. Il y a tout le temps un petit quelque chose. Il est super bon. Il y a tout le temps des petits il est efficace. Mais c'est vraiment juste du Louis C.K. qui aurait pu être n'importe où. Ça semble être stagnant depuis 10 ans. Genre. Ouais, je comprends. On va quitter le monde de Ebbing, Missouri et du stand-up pour aller vers un film néo-zélandais, Boy, de Taika Waititi, film de 2017 qui met en vedette James Rolston, Tiaho Eketone Witu et Taika Waititi lui-même. Je voulais juste t'entendre dire des noms de natives de Nouvelle-Zélande. Parfait. Écoute, j'espère que j'ai réussi l'exercice avec au moins James Rolston. Ça raconte quoi, Boy? C'est quoi ce film-là? Honnêtement, j'hésitais vraiment beaucoup entre... Je trippe sur Taika Waititi, je l'aime vraiment beaucoup. Super humoriste. Ouais, super bon réalisateur et dans pas mal tout ce qu'il fait, puis il joue super bien aussi, là. Ouais. J'hésitais entre ça puis Hunt of the Wilder People. T'as-tu vu The Hunt J'ai of pas the vu Wilder non People? plus. Les deux sont super bons. T'sais, il a fait d'autres films, il a fait beaucoup de films gros budget aussi. Ouais, Thor Ragnarok, le Thor qui sort à la fin de l'année aussi, Love and Thunder. J'ai très hâte. Mais ils sont bons, ces Thor. Ils sont vraiment bons, ces Thor. Puis je pense, ok, mais ça on va en parler après parce que c'est mon plaisir coupable, mais ok. Ça parle de quoi, c'ti? Les deux sont relativement proches parce qu'ils parlent de... Hunt for the Wilder People. Hunt for the Wilder People, puis Boy, les deux parlent de jeunes enfants autochtones dans un milieu un peu trash. C'est ça. Dans Boy, en fait, c'est un petit gars qui connaît pas son père. Son père revient à un moment donné. Son père était dans des affaires un peu louches avant, genre un peu de criminalité, mais vraiment de bas étage. C'est un peu un tata. Puis son père revient le voir, mais juste pour essayer de trouver de la cocaïne qu'il avait cachée ou de l'argent qu'il avait caché dans un champ. Fait que là, il se met à creuser partout. Puis là, c'est ça. Le petit gars essaie d'avoir une relation avec son père, qui est un hostie de loser, qui est joué par Taika Waititi, qui est super drôle, mais qui se calisse de lui. Et puis encore là, c'est ça. Ça aussi, c'est des thématiques. C'est moins volontairement difficile que Three Billboards, mais c'est des thématiques qui sont relativement lourdes et tristes, humainement vraiment tristes. Mais encore une fois, les dialogues sont super quick, c'est vraiment drôle, les personnages sont cabotins. Si les gens n'ont pas vu aucun des deux, je suggérerais de regarder Hunt of the Wilder People en premier. Les deux sont vraiment bons, probablement également bons. Hunt of the Wilder People a un peu plus de budget puis feel un peu moins indépendant. Boy, ça feel vraiment... C'est super bien fait, c'est vraiment réussi, mais ça a été fait avec un mini budget de 5 000 $. C'est Taika Waititi avant qu'il se mette à exploser. Oui, mais ça fait même pas si longtemps, c'est 2010, fait que ça fait pas si longtemps que ça. Mais il avait fait avant ça Eagle vs. Shark. Qui était vraiment pas très bon. Moi, je l'ai vu pas longtemps après que ça soit sorti. Je savais pas c'était qui Taika Waititi, mais dans le temps où il y avait des grosses vibes de films Sundance. Il y avait des films, qui sont faits pour gagner aux Oscars, puis il y a des films qui sont faits pour gagner aux Sundance. Tu regardes la couverture, un gars habillé en aigle, une fille habillée en requin ou l'inverse. Eagle vs. Shark, t'es comme, C'était un des 30 remakes de Napoleon Dynamite qui a été fait. C'est exactement ça. C'était cette vibe-là, post-2003. Jusqu'en 2011, là, à peu près, c'était... il y avait toujours le film Sundance qui sortait chaque année. Je suis un peu nostalgique de cette période-là quand même. Je trouve que ça se perd un peu, malheureusement. Il y avait des bonnes affaires, mais oui, ce film-là, je m'en rappelle zéro. Ça m'avait fait chier vraiment, quand je l'avais regardé, mais je l'ai pas réécouté après. Mais Boy, ça a vraiment une saveur différente. Puis c'est... puis tu le sens que ça vient de quelqu'un de Nouvelle-Zélande. Tu le sens... Tu sais, il y a vraiment un vécu... C'est des sujets encore humains vraiment larges, mais il y a une saveur différente qui est super intéressante. Puis il y a un regard autochtone aussi. Ouais, lui, il est comme métis. Je pense que sa mère est juive. Son père est native. Il y a un vraiment drôle de mix. Mais il a fait Jojo Rabbit, où il joue Hitler, là. Puis il trouve... Comme Mel Brooks, c'est comme, c'est cool, un juif qui joue Hitler. C'est une réappropriation de la souffrance et c'est très drôle. J'ai vu un TikTok intéressant dernièrement d'une fille juive où elle fait un parallèle entre comment les Blancs font des films sur les nazis versus comment les Juifs font des films sur les nazis. Puis tu sais,
les Blancs font un film sur les nazis où ils sont méchants, mais ils ont quand même une aura impressionnante, sont bien habillés, ils font peur, sont organisés. Les Juifs qui font des films sur les nazis, c'est juste des hosties de losers ridicules. C'est ça, c'est Mel Brooks, justement. Oui. Jews in Space, qui est c'est un segment de son film History of the World Part 1. Ça finit même, ça finit avec... et dans History of the World Part 2, qu'il a jamais fait parce que c'était ça la joke, il y a juste un Part 1, on va faire Jews in Space, pis c'est des vaisseaux spatiaux en forme d'étoile de David qui se font poursuivre par des vaisseaux en forme de croix gammée. Mais il y avait ça dans Spaceballs aussi, là, les méchants, pis tu sais... il fait l'espèce de Yoda dans ce film-là qui est très très juif comme personnage, mais c'est Rick Moranis qui joue l'équivalent de Darth Vader qui s'appelle avec Dark Helmet. Gros casque, ouais. Avec son gros casque, mais tu sais, qui représente le chef de l'armée nazie intergalactique, mais tu sais, c'est Rick Moranis qui... tu sais, Rick Moranis, là, pour ceux qui ne le replacent pas, il jouait dans Ghostbusters, il y a des enfants, là. Oh, il y a des grosses lunettes, à peu près 5 pieds 3, puis très chétif. Mais ça, revenons à Boy, qu'est-ce qui t'a marqué d'un film comme celui-là? Honnêtement, c'est comme... Je pense... J'ai regardé Hunt for the Wilder People avec ma blonde. On a trippé comme des malades. Je pense qu'on a regardé Boy genre 3 jours après parce que c'est comme j'en veux d'autres. C'est super bon, c'est super drôle, puis ça ressemblait vraiment à rien que j'avais vu d'autre. C'est pour ça, tu sais, genre Jojo Rabbit, je trouve que c'est un bon film. Il est le fun, mais je le feel pas comme un film de Taika Waititi où c'est un auteur qui a son propre point de vue. Jojo Rabbit, j'ai l'impression que ça aurait pu un peu être écrit par n'importe qui. Ouais. Même chose avec Eagle vs. Shark, mais les deux, Boy et Hunt for the Wilder People, les deux auraient pas pu être faites par quelqu'un d'autre, puis sont vraiment, vraiment surprenants et super divertissants. Ouais. Mais même son Thor Ragnarok, en tout cas, on y reviendra, mais même ça, c'est un film de Taika. C'est ça. On va faire un croche par un autre réalisateur avant, mais je veux savoir, parce que c'est un film qui parle d'enfance, j'aime connaître l'enfance de mes invités. Toi, ça ressemblait à quoi ton enfance? Tu viens de où? T'es né dans quelle région? Je suis né à Montréal. OK. Ben, en fait, je suis né genre à Cité de la Santé à Laval, mais j'ai grandi, j'ai vécu tout le temps à Montréal. Mes parents étaient dans Villeray jusqu'à ce que j'ai comme 2 ans, puis après ça, moi, j'ai grandi dans Bordeaux-Cartierville. OK. Fait comme nord de l'île. J'ai eu une enfance vraiment, vraiment sans rebondissement. J'ai des parents vraiment nice, qui sont hyper supportants. Fait que c'est un peu bizarre, fait que j'ai pas grand chose à dire, mais j'ai été super chanceux. Ouais. Un milieu quand même créatif. Mon père a travaillé dans une shop toute sa vie, mais il est écrivain, mais tu sais, il y avait auteur au Québec de romans, tu gagnes pas ta vie avec ça. Fait que il y avait. J'ai tout le temps senti qu'ils m'ont stimulé à être créatif. Puis oui, ils sont hyper supportants au point où c'est gênant là. Ma mère qui repartage tout le temps mes affaires, mais ils veulent tout le temps venir voir mes shows. Faut vraiment que je filtre quel show ils vont venir voir. Ils sont très derrière moi, j'ai pas à me plaindre. Ce qui est très cool, mais la crainte c'est que ça devienne envahissant. C'est toujours le... Oui, c'est correct. J'ai pas de problème à mettre mes limites, mais bref, une enfance sans rebondissement, mais d'une très bonne façon. Ouais. Parce que en lisant sur Boy, c'est une thématique que je trouve intéressante. C'est un enfant qui idolâtre son père jusqu'à temps qu'il se rende compte quel type de père il peut avoir. Justement, cocaïnomane qui est abusif, qui est violent. Donc, c'est un petit garçon qui a une perte de l'idéal de son père. Ouais. C'est ça. J'ai pas l'impression, de la manière que tu me parles de tes parents, que il y a eu ça. À un moment donné, t'as pas fait « Hey, mes parents sont épouvantables ». Non, absolument pas. Puis j'ai tout le temps relativement eu une bonne relation avec mes parents. J'ai pas eu genre une grosse crise d'adolescence ou quoi que ce soit. Puis... Ce qui est rare pour quelqu'un qui a grandi à Montréal. Ouais, potentiellement. Ça dépend. Moi, mes amis qui étaient en région, là, pas nécessairement loin, mais genre à Belleuil ou des trucs comme ça, là, ils étaient bien plus trash que le monde à Montréal. Parce qu'à Montréal, honnêtement, élevez pas des adolescents en région, parce qu'à Montréal, il y a des affaires à faire. Comment ça s'appelle? Il y a une place à Rive-Sud. Je sais plus, en tout cas, j'ai des amis qui venaient de là, mais ils font juste prendre la dope parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Là. Il était vraiment trash, mes amis. J'en avais parlé avec Oli Roberge, puis il disait, c'était ça, on n'avait rien à faire. Là. On parlait de Napoleon Dynamite, justement, puis il disait, c'était juste plate nos après-midi. Là. Si tu veux qu'on fasse de plus que, hey, une drogue, on va l'essayer.
exactement ça. Mais je sais plus qu'est-ce que je voulais dire. C'était quoi ta question? Ben ça, t'as jamais été en rupture avec... Non, puis même en vieillissant, je trouve qu'ils sont vraiment nice, mes parents. Moi, j'ai tendance... Pendant longtemps, j'avais beaucoup de blagues générationnelles puis des blagues de boomer. Ouais. Ça, c'est un truc que j'essaie de m'éloigner aussi parce que c'est de plus en plus en train de devenir un cliché. En fait, c'est le fun de faire des jokes de boomer à des gens de la génération X parce qu'ils le prennent vraiment mal. Ouais. Ils savent qu'ils sont les prochains. En fait. Oui, c'est ça. Ouais, lâchez-les, esti, ouais. Mais, puis aussi, je me sentais un peu hypocrite parce que les boomers dans ma vie sont vraiment nice, sont très ouverts, hyper écolos. Mes parents sont fucking intenses avec la planète, là, beaucoup plus que moi. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, j'ai une très bonne relation avec mes parents, je les trouve très bien. Ben, c'est ça, puis le film, ça, il... Fait que je relate pas avec ça, mais je trouve ça super touchant. Ouais. Puis, je trouve ça tout le temps crève-cœur, les histoires d'enfants un peu difficiles. Mm-hmm. Moi, ma copine, sans que ça soit complètement fucked up comme famille, elle a eu des périodes un peu difficiles. Okay. Puis quand, juste... Puis des périodes où elle était vraiment renfermée, puis genre, elle dit « Ah ouais, je sais, en deuxième année, mes profs étaient un peu inquiets pour moi parce que j'étais tout le temps dans mon coin, je faisais juste lire. » Puis quand je vois des photos d'elle à cet âge-là, ça me brise le cœur, puis ça me fait vraiment fondre. Puis dernièrement, sa sœur héberge un petit gars de la DPJ, puis lui aussi. Les histoires un peu... triste d'enfant, ça me... T'as été travailleur social aussi? J'étais pas travailleur social, j'ai travaillé dans un centre de crise. Moi, j'ai étudié en psycho, j'ai fait un bac puis une maîtrise en psycho. Fait que je travaille avec beaucoup de travailleurs sociaux, mais moi, j'ai pas une formation en travail social. OK. Mais est-ce que t'as quitté parce qu'à un moment donné, ça venait trop te heurter ou non, c'était un appel de l'humour? Bon. Puis... C'était l'appel de la créativité, j'avais envie de faire d'autres choses. Mais moi, j'étais super bon pour fermer mon cerveau quand je sortais de la job. J'étais correct pour ça. Genre, j'aurais pu rester là-dedans longtemps sans faire de burn-out, contrairement à d'autres personnes. Puis c'est pas contre eux, c'est juste qu'il y a du monde qui amène trop de bagages à la maison après ça. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment bon pour plus y penser pendant. OK. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a des situations qui ont dû venir te heurter pendant que tu étais dans les centres de crise. Oui, mais je suis... Oui, mais ça t'arrivais à rationaliser quand même. Ça me mettait pas à l'envers après, tu sais. Je trouvais que c'était difficile, j'étais content d'être là pour pouvoir offrir du support, mais c'est pas quelque chose qui m'empêchait de dormir rendu soir non plus. Je comprends. Mais c'est ça. Mais les histoires d'enfants, vraiment plus les enfants, ça me touche vraiment plus. Les histoires d'enfants où c'est un peu difficile, puis des situations familiales fucked up, ça me fait fondre, puis je pense pas que c'est très original, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde. Ah non, mais je suis pareil. Montre-moi pas un film avec un enfant qui souffre, j'en reviens jamais, là. Même un film de Disney qui va montrer un enfant qui souffre, je suis toujours comme oh, ça c'est rough. Il mérite pas ça. Le dessin animé mérite vraiment pas ça. Non, c'est ça. Il y a un film de Disney, ça s'appelle Peter et le dragon, qui est un film des années 70, mais qui a été refait plus tard, milieu des années 2010, fin des années 2010. Personne l'a complètement vu. Le visuel, genre. Oui, qui ont tout refait là, de A à Z, puis tu sais, dans la version originale, c'est un enfant qui vit dans une bonne famille, puis il rencontre un dragon, mais dans la version 2017-2018, c'est un enfant qui est en voiture avec ses parents ont un accident, ses parents meurent, il devient un peu comme Tarzan. Mais il y a comme une scène que je me suis juste mis à broyer parce que le petit gars il est en ville, c'est la première fois qu'il voit la civilisation, entre guillemets, puis... Au lieu de se mettre à crier parce qu'il a peur, il se met à beugler comme un loup. Puis j'étais comme, mais il a même pas le langage. Genre, il a même pas le langage pour y réagir. C'est ça. Puis au lieu de parler, de s'exprimer, il faut qu'il beugle comme un animal. Puis je suis juste fondu en larmes. Comme, oh, c'est tellement violent faire ça à un enfant. Hey, puis je pense que si je le revoyais, je trouverais ça quétaine. Puis ça me gosserait un peu. Boy, mais, ça? Non, pas boy. Okay. T'as-tu vu La Petite Princesse? Quand enfant, mais j'en ai mais pas ça, c'est une affaire où justement une petite orpheline qui son père finalement il vit mais il est encore vivant mais il se calisse d'elle. Puis ça c'est du beurré épais de hey on va faire souffrir un enfant si on met les violons. Puis ça m'avait fait vraiment beaucoup pleurer. On est sensible, c'est correct. Ouais. Puis faut vivre avec notre sensibilité puis Oui, non, moi je suis très fier de ma sensibilité, c'est juste que des fois je sens que ça peut être un outil scénaristique. Oui, pour te manipuler. Oui, c'est ça. L'histoire est pas là 100%, fait qu'on va rajeunir le personnage puis ça va rendre ça plus touchant, tu sais, ouais. Tout à fait. Écoute, on va faire une courte pause là-dessus et au retour, on se plonge dans le monde dégoulinant de sang qui te lève le cœur avec le cinéma de Quentin Tarantino. Peut-être pas à ce point-là, mais quand même, on va trash-talker Quentin Tarantino et on retourne dans l'univers éclaté mais toujours merveilleux de Taika Waititi avec l'excessif Thor Ragnarok
À tout de suite. Excellent adjectif, l'excessif Thor Ragnarok. Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'on jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme l'Armoire à cassette où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche, où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille, tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes. Daria Desjardins, Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabriel Bordelot, Jen Saint-Cyr, Hélène Théberge, JF Lebel, John Vanasse, Lucie, Noémie Bellefleur, Stéphanie Vandelac, ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le www.patreon.com/on jase de film. En terminant, si vous avez 2 petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films, j'aime toujours discuter avec vous. De retour en jase de film avec mon invité Colin Boudria, avec qui, en première partie, on a jasé des films Do the Right Thing, Three Billboards Outside Ebbing, Misery. Et boy, je l'ai dit avant qu'on parte en pause, pas ton film détesté, mais ton cinéaste détesté, c'est Quentin Tarantino, qui fait des films depuis 1992, donc dans l'ordre Reservoir Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Death Proof, Inglourious Bastard, Django Unchained, The Hateful Eight et Once Upon a Time in Hollywood. Et il y a éventuellement un autre film de lui qui va sortir. Qu'est-ce que t'aimes pas de Tarantino? Mais là, en plus, quand tu nommes les films, je me rends compte, je l'avais écrit, je l'haïs vraiment pas, mais ça va faire de la bonne discussion, puis ça va être polémique, là. Mais... en fait, je l'haïs pas du tout, mais j'ai l'impression, surtout parce que moi, j'ai tendance, puis je sais pas, c'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai tendance à le mettre en parallèle avec Martin McDonagh, parce que j'ai l'impression qu'ils ont des similitudes de beaucoup de violence, des dialogues légers, quick, drôles, mais je trouve vraiment que Martin McDonagh le fait beaucoup mieux, puis le fait d'une façon beaucoup plus mature que Quentin Tarantino, qui a son style, puis il est vraiment bien, mais des fois, c'est vraiment juste un enfant vieux. Ouais. C'est vraiment juste un enfant vieux. Ce que tu... Mais tu sais, tantôt, quand on parlait de devenir complaisant avec son public, je pense pas que son dernier va être complaisant avec son public, quoique ça pourrait être discutable avec Once Upon a Time in Hollywood. J'ai quand même aimé ça, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est peut-être son moins violent aussi. Mais tu sais, quand t'es rendu dans Django Unchained, que ça se tire de partout, tu le fais-tu pour avoir des cheers parce que ça a marché dans Inglourious Basterds? Ouais. Puis le côté hyper caricatural aussi de justement que tu les gunnes puis ils revolent à des kilomètres, tu sais, je sais pas. Ouais. Puis lui-même est un peu caricatural aujourd'hui, là, beaucoup même. Là. Mais lui aussi, un peu comme Spike Lee, lui aussi il a des opinions super tranchées, puis des fois je suis d'accord, des fois il va loin de style, mais ouais, c'est ça. Fait que je le déteste pas, mais tout le monde, c'est ça. Je voudrais juste que tout le monde qui trippe sur Tarantino regarde des films de Martin McDonagh, puis je suis sûr qu'il y en a un 60% qui vont trouver ça meilleur. Ben, c'est très bon. Moi, je suis un défenseur de Seven Psychopaths, là. J'avais trouvé ça super drôle, puis c'est pas pour tout le monde, là, mais... Même une Bruges, quand je l'avais vu, j'étais comme, ouais, c'est non ben hot. Puis, c'est super intelligent, les deux. Puis honnêtement, Three Billboards, c'est le meilleur. Okay. Il est vraiment ailleurs. Mais oui, Seven Psychopaths, moi aussi, j'avais vraiment adoré ça. Ouais. Mais tu sais, depuis tantôt, on a un peu parlé de Tarantino, de lui en tant que caricature, tout ça, mais c'est surtout ses fans qui sont toxiques. Il y a une... Ses fans qui sont gossants, il y a plein de mouvements comme ça. Pas juste ses détracteurs aussi. Il aime ça. Il est polarisant, il est juste tellement polarisant c'est que... Ça. Ouais. C'est ça, tu sais, il y a une fille que j'aime beaucoup sur TikTok qui est étudiante en cinéma aux États-Unis, je pense à New York. Puis j'ai l'impression que son TikTok complet est dédié à... Je veux juste picosser le monde qui trippe sur Tarantino, ce que je trouve correct. J'adore les gens qui font ça, c'est hyper mesquin. Il y a un marché pour ça, parce que tu vas avoir des réactions en tabarnak, tu vas avoir c'est ça. Je sais plus c'est quoi le terme, mais ça va brasser sur tes réseaux sociaux. Tu sais, c'est une fille de 22 ans, cheveux blonds platine, les yeux bleus comme le ciel, puis elle est juste comme Tarantino, fuck you.
C'est sûr que tu vas te faire haïr, fille. C'est sûr que tu vas te faire haïr. Mais pourquoi pas? Let's go. Mais, ouais, ça, je voulais parler un petit peu avec toi de la culture toxique des fans. Je sais pas si t'as déjà eu des fans à qui tu t'es dit, OK, là, calme-toi. Ou des gens qui t'ont écrit, qui t'ont fait, t'es juste pas mon public. Non, pas moi, parce que je suis super content quand les gens m'écrivent. De un, fait que je pense que je serais pas super... je ferais pas un gros filtre, mais à date, les gens qui m'écrivent sont vraiment super le fun. Fait que non, pour moi, non, mais il y a des... Il y a des milieux qui vont chercher du monde weird, puis des fois, c'est pour des bonnes affaires aussi. Ouais. Tu sais, les fans de Tarantino, mais les fans de Rick and Morty aussi. C'est une hostie de bonne série. Ouais. La pire affaire avec Rick and Morty, c'est les gens, oui, c'est les gens qui aiment sur ça. Rick and Morty. Genre. C'est tellement bizarre, puis je sais pas pourquoi, mais ouais. Ça va chercher du monde super intéressant, puis ça va aussi étrangement chercher des incels. Puis tu sais pas pourquoi. Genre. Ouais, ils sont accrochés à ça en disant, ça, c'est un modèle. Puis, non, ça devrait... Rick devrait pas être ton modèle. Mais c'est peut-être ça l'affaire, en fait. C'est des gens qui admirent un personnage qui est clairement supposé être un anti-héros. Comme le monde qui trippe sur Rorschach dans Watchmen. Oui. Genre, c'est pas... Genre, vous avez rien compris, guys. Ouais, Watchmen t'a dit, non, ce gars-là, suis-le pas, là. Oui, il mène l'enquête, mais il y a ses problèmes aussi, là. Puis la série de Watchmen était malade pour ça. Je sais pas si tu l'as regardé. C'est très bon. C'est super bon, puis c'est vraiment intelligent. Puis Alan Moore aurait été en tabarnak parce que lui, il est tanné qu'il y ait des produits dérivés de Watchmen, là, celui qui avait écrit la série. Mais c'est super intelligent, puis justement, il exploite vraiment cette affaire-là de... Il y a des fans de Rorschach qui sont devenus des gars d'extrême droite, justement. Ouais. Puis c'était vraiment ça. C'était vraiment vers ça que ça s'en allait, là. Ouais. Puis, oui. De Tarantino, par contre, ouais. J'ai fait des films, t'as fait, OK, il y en a quand même que tu les apprécies. Oui, mais il y en a beaucoup que j'ai trouvé bons. Ouais. C'est lesquels, quand même, tes préférés de Tarantino? Je pense que c'est Inglourious Basterds. Ouais. Pulp Fiction, c'est super bon, je l'ai regardé plein de fois. Reservoir Dogs aussi. Mais je pense vraiment que c'est Inglourious Basterds parce qu'il allait un petit peu ailleurs. Puis, tantôt, je chialais contre le côté caricatural, mais en fait, dans ce film-là, il commençait à le faire, puis je trouvais que ça faisait du rafraîchissant. Ouais. Pour du Tarantino, genre, justement. Mais ce qui est intéressant de ce film-là, tu sais, puis tantôt on parlait de comment les Américains blancs catholiques chrétiens dépeignent les nazis versus les juifs. Puis dans ce film-là, tu as le personnage de Hans Landa qui est terrifiant, mais tous les autres juifs autour... my God, tous les autres nazis. Tous les autres nazis. Hey, je m'excuse pour ce lapsus. Tous les autres nazis, c'est tous des bouffons, même Hitler. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça, t'as Goebbels à la première du film. T'sais, Hitler se penche vers lui, puis il est comme, c'est vraiment le meilleur film que t'as produit. Puis là, il est comme, il est tellement content d'avoir. Il se met juste à se liquéfier. Je suis comme, OK, ils ont juste l'air d'une gang de gens grotesques, puis la finale est satisfaisante, c'est le fun. Oui, puis les idées, je sais plus c'est quoi le terme, là, genre une uchronie, ou quand tu réécris l'histoire. Une uchronie, ouais. Ça, c'est tout le temps super le fun, super original, puis vraiment bien fait là-dedans aussi. Ouais. De loin, Inglourious Basterds, mon préféré. Ce qui est intéressant, tantôt, quand on parlait de Do the Right Thing avec escalade de la violence, escalade de l'agressivité, tout le discours de Malcolm X qui va être qu'on va dire non, mais c'est de l'extrême, faut pas aller là. La finale de Inglourious Basterds est dans l'extrême de l'extrême, là. On prend une pièce, on met des gens dedans et on la fait sauter. Puis on les gonne. Ouais. On les gonne, on brûle tout le monde meurt, mais ça reste que tu fais, oui, ça a été une bonne solution parce que c'est des nazis. Et je suis d'accord quand même avec l'idée. Ouais. Mais oui, mais on s'entend que... Puis justement, en parallèle avec Do the Right Thing, tu te rends compte à quel point c'est tellement différent. C'est pas que c'est moins travaillé avec Inglourious Basterds, mais ça a pas voulu aller à la même place. Puis c'est ça, il y a justement aucune nuance. Et on va mettre des nazis parce que c'est le méchant le plus facilement de tuer les nazis. Que tout le monde va haïr. Puis, c'est ça. Puis, ils n'ont aucune personnalité. Ils n'ont aucune personnalité à part celui du comédien qui est vraiment écœurant. Oui. Christophe Waltz. Ouais. Sinon, c'est juste des monstres, entre gros guillemets. Puis, c'est ça. C'est facile. Mais il y a un petit côté potentiellement paresseux de. Ouais, on va juste. On va juste. Ben, c'est paresseux, mais satisfaisant quand même. Ouais. Sachant ce qu'ils ont fait.
sais, historiquement, c'est un fantasme, c'est un conte de fées quasiment. Ouais, mais c'est vraiment, ça feel vraiment comme Tarantino voulait tuer plein de monde, puis il s'est trouvé des nazis. C'est ça, comment je peux m'en sortir? Acceptable. Après ça, je vais prendre des suprémacistes blancs parce que ça va être acceptable, mais ça aurait pu être intéressant qu'ils mettent un peu de nuance dans ces personnages sans essayer d'excuser les nazis non plus, mais tu sais, ça peut humainement aller ailleurs. Mais en même temps, c'est pas ça qu'il essaie de faire, fait que c'est correct. Mais Martin McDonagh est meilleur, c'est tout ce que j'essaie de dire. Je pense que tu t'en sors bien. Je pense pas recevoir trop de plaintes de gens qui vont dire je peux pas croire qu'il a dit quelque chose de méchant. Non, on n'a pas dit grand chose de méchant sur Tarantino non plus là. Tu t'en sors bien dans ta détestation, dans ta pseudo-détestation. Détestation. Oui, c'est ça. Parce que tu me l'avais dit aussi, tu sais, t'as pas un film que tu détestes, y a pas une œuvre qui... Non, en fait, c'est vraiment juste que je trouve qu'il est overrated. Je pense que c'est ça, en fait. Je trouve qu'il fait bien ses... En fait, mais aussi, il faudrait que je dise que moi, je suis vraiment intéressé par les histoires, puis par l'humour, la structure d'une histoire, mais honnêtement, tout ce qui est trip de réalisateur, plan de caméra, des trucs comme ça me passe 6 pieds au-dessus de la tête. Pas parce que c'est pas important, juste parce que j'ai pas les connaissances et la sensibilité pour ça. Fait que quelqu'un, justement, Martin McDonagh, c'est un dramaturge, il travaille ses histoires, c'est ça qui vient plus me chercher. Ça se peut qu'il y ait plein d'affaires fucked up de Tarantino dans ses plans de cam, puis dans ses montages. Je sais que la scène dans Pulp Fiction où il rentre l'adrénaline dans le cœur, il y a genre 58 plans en 22 secondes. Il y a des affaires comme ça, mais moi, c'est pas des affaires qui me touchent. Fait que c'est peut-être pour ça que je trippe moins sur lui. Je trouve qu'il y a un gars comme Martin McDonagh, quand il a vu Tarantino, lui-même a dû se dire je peux faire quelque chose comme ça dans mes films. Tu sais, je pense qu'il y a une influence. Oui, je pense qu'il y a des similitudes. Ouais. Puis probablement avec Seven Psychopaths en particulier. Là. Oui, au niveau de la violence, au niveau des dialogues. Il y a des parallèles à faire. Là, Tout à fait. On va passer à ton plaisir coupable, qui est Thor Ragnarok, film de 2018, encore de Taika Waititi, donc 8 ans après Boy. Cette fois-ci, c'est Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Anthony Hopkins. Quand même des gros casts aussi. Marvel, ils ont des... Oui, et je n'ai pas eu à me commettre à dire un nom autochtone. Fait que celui-là, je m'en sors bien. Bon, c'est le 3e film de Thor, c'est le film qui a sauvé la franchise Thor. J'ai même pas regardé les premiers, mais en tout cas, c'est pas intéressant. Puis moi, j'ai l'impression, honnêtement, je suis pas la personne la plus tight sur mon MCU, là, mais j'aime beaucoup ça, mais j'ai vraiment l'impression que Marvel devrait 200 millions à Taika Waititi, parce que j'ai l'impression que ça, c'est le premier film il y a un avant, qui a assumé 100% le... OK, c'est tellement ridicule, nos gars musclés en costume, qu'il faut que ce soit des comédies. On pourra pas s'en sortir si c'est pas des comédies. Puis j'ai l'impression... Je pense... Il faisait déjà des blagues avant, là, mais là l'angle a complètement changé. Puis après ça, il mousse sur la même affaire, puis ça marche à fond, t'sais. Ouais, j'ai très hâte de voir Love and Thunder. Il est le meilleur titre au monde, là. Ouais, puis t'as-tu vu, il a fait un tweet, il y a quand même longtemps, il a fait un tweet genre, on vient de finir le script, c'est une rom-com, by the way. Puis je suis sûr que ça va être ça. Je le souhaite. Qu'est-ce que t'aimes de Thor Ragnarok? C'est hyper divertissant, puis super drôle, puis super beau. C'est vraiment... C'est un des rares exemples de Christy de gros blockbuster où t'as pas l'impression que l'argent a été jeté par les fenêtres, puis ça reste créatif, puis tout le monde en a pour son argent, genre... les fans des premiers Avengers qui veulent de la grosse action vont être super contents, mais en même temps, il y a l'intelligence de faire... ou juste l'originalité de faire quelque chose qui va ailleurs, qui est différent. Ouais. Ce que je trouve intéressant, on parlait de Boy tantôt, et en lisant sur Boy, puis en relisant un peu l'histoire de Thor Ragnarok, j'ai fait « Hey, c'est à peu près pas la même histoire, mais dans Thor Ragnarok, l'histoire, c'est quand même un héros qui se rend compte que l'histoire familiale qu'on lui raconte depuis toujours, il l'a... » J'avais zéro fait le parallèle. Ouais, mais tu sais, il se l'est imaginé comme étant plus grand. Tu sais, il y a des fresques au plafond qui représentent les grands combats de son père, puis quand tu enlèves cette couche de peinture-là, tu te rends compte que l'histoire est tout autre et que le père a été un génocidaire de peuples autochtones, puis c'est juste Thor qui est comme « Hey, mon père, pas nécessairement le meilleur dos. Sa façon de raconter l'histoire, pas nécessairement la meilleure affaire. Mon frère adoptif, il y a peut-être des raisons d'être en crise contre lui. Ouais. C'est super intéressant, la thématique sous-jacente à Thor Ragnarok. Ouais. Honnêtement, j'avais pas vu le parallèle avec Boy, mais oui, c'est ça. Puis c'est ça qui me fait triper aussi sur... Je connais pas tant que ça les comics, mais je m'y intéresse de plus en plus, puis il y a vraiment quelque chose de mythique. Quand c'est bien fait, il y a quelque chose de mythique qui est gigantesque, qui est
qui interpelle tout le monde. Puis ouais, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est un bon exemple, justement. Ouais. C'est intéressant qu'un gros blockbuster ait comme message l'histoire qu'on vous raconte depuis le début. C'est peut-être pas la vraie. C'est peut-être pas... Il y a plus de nuances dans l'histoire à laquelle on pense. Et la fin du film, c'est eux qui quittent Asgard. Puis il y a une super belle phrase. C'est Asgard, c'est pas la planète où on habite, c'est pas la ville où on reste, c'est le peuple qui le forme. Ouais. Puis ils vont dans un petit village en Islande, je pense, je me souviens plus trop où, puis ils refont Asgard 2, New Asgard. Puis ça devient un peuple qui vit dans des petites maisons, puis qui n'ont pas besoin de leur gros château à la Disney pour vivre. C'est la population, puis leur Ce qui est très intéressant, c'est ça, mais ça ramène ça à on est un peuple, puis peu importe où on est, on va se tenir. Je trouve ça super intéressant. Je veux savoir, c'était quoi, toi, ton rapport à l'histoire du Québec, mais l'histoire qu'on nous raconte depuis toujours, puis quand tu te rends compte, par rapport aux Autochtones, par rapport à plein de groupes, on n'a pas été nice. Je sais pas si c'est un history buff, comme on dit, un gars qui s'intéresse à l'histoire. Je suis pas... Je m'y intéresse beaucoup, puis je suis super content quand j'en apprends, mais je passe pas mon temps à faire de la recherche, honnêtement. Mais ceci dit, je pense pas que tu as besoin de passer ton temps à faire de la recherche pour avoir du white guilt par rapport aux Autochtones. Non, c'est ça. Mais j'ai pas grand-chose d'original à dire de... c'est super... je sais pas. C'est super délicat, puis c'est vraiment une situation particulière pour les Québécois francophones, en plus de l'espèce de... différents niveaux de... On s'est perçu comme des victimes pendant super longtemps. On a plein de cas de conscience à faire par rapport à nous. En même temps, c'est vrai qu'il y a eu des affaires des relations de pouvoir vraiment inégales avec des Britanniques ou avec des anglophones, mais en même temps sur un territoire qui était à aucun des deux à la base. Non, c'est ça. Juste vraiment étrange. C'est comme on a été désexploités dans un terrain volé à d'autres personnes. Fait qu'il y a comme plusieurs niveaux. Oui, c'est ça. C'est exploitant et exploité. Tu peux pas vouloir déconstruire le colonialisme d'un bord puis pas le faire de l'autre non plus. Ça va dans les deux sens. C'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il y a du monde de la génération de la Révolution tranquille, justement, qui reste avec leur même mind state de non, les francophones, on est des victimes, fait que on peut pas être des oppresseurs parce qu'on est des victimes. Puis non, il y a un peu de tout. T'as-tu lu le truc d'Alain Deneau de Bande de colons? Non, pas encore. C'est super intéressant parce que c'est ça l'angle de toute l'affaire. C'est les Québécois, c'est des colons, ce qui est un intermédiaire entre les colonisés et les colonisateurs. On n'est pas des colonisés. C'est pas vrai qu'on est des colonisés. On n'est pas non plus les colonisateurs parce qu'on n'était pas nécessairement les personnes en position de pouvoir. C'est un intermédiaire, un étage dans l'échelle d'exploitation. Wow. C'est vraiment un angle fun. C'est un livre qui est sorti? Oui, OK. Ah, ben je vais m'intéresser à ça. Écoute, Colin, ça a été tellement une belle discussion. J'ai Merci. Vraiment eu du fun, Puis j'ai juste hâte qu'on se rejase. On se jase pas assez souvent, je me rends compte. Mais qu'on se recroise, réinvite-moi, puis on refera ça dans 5 ans. Non, on ira prendre une bière avant, ce sera peut-être juste pas enregistré. Si on veut te suivre, si on veut voir ce qui s'en vient pour toi... Mes réseaux sociaux, c'est @ColinBoudria, surtout Instagram, TikTok. Je fais pas Super TikTok en passant. J'ai beaucoup de plaisir. Ça m'aura pris 3 confinements pour m'y mettre, mais là, j'ai beaucoup de plaisir. Tu déconstruis la masculinité de façon super intéressante, souvent avec l'ami Alexandre Forêt. J'adore ça. Merci beaucoup. Donc, oui, ça, puis il y a ton... dans les festivals. Ouais, c'est ça. Je sais pas quand tu sors tes épisodes, mais cet été, été 2022, je vais faire mon spectacle à Montréal et à Québec sûrement. Fait que n'hésitez pas à venir voir. J'ai un site web qui est colinboudria.net. Eh ben, où les shows vont être marqués. .net, c'est pas mal moins cher comme domaine que .com. Y a-tu une banderole en bas qui marque « Félicitations, vous êtes le 10 millième visiteur ». OK. Bon, ben là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et en compagnie de Colin Boudria, on a jasé de films.